Une fillette pauvre, le regard désespéré, s'approche d'un millionnaire et implore « Fais semblant d'être mon père pendant 5 minutes ». L'homme d'affaires, surpris, n'en comprend pas la raison, mais décide de l'aider. Cependant, un homme suspect la suit. Pendant qu'il fait semblant d'être son père, le poursuivant se rapproche et ce que la fillette révèle à son sujet est quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. En seulement 5 minutes, la vie du millionnaire est bouleversée lorsqu'il découvre que l'homme derrière elle est plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Les rues de Lyon ruisselaient sous une pluie battante en ce soir de novembre. Les passants se hâtaient, abrités sous leur parapluie, pressés de rejoindre la chaleur de leur foyer. Dans ce décor gris et humide, une petite silhouette courait désespérément, ses chaussures éclaboussant les flaques d'eau à chaque pas précipité. Élodie Mercier, une fillette de 7 ans aux boucles châtaines trempées par la pluie, jetait des regards apeurés par-dessus son épaule. Ses yeux d'un bleu profond reflétaient une terreur qui n'avait rien d'enfantin. Derrière elle, une ombre menaçante la suivait avec détermination. L'homme, grand et robuste, portait un imperméable sombre et gardait son visage partiellement dissimulé sous un chapeau. Sa pas résonnait, comme un écho sinistre dans les ruelles étroites du vieux Lyon. Chaque fois qu'Élodie tournait à un coin, l'homme ajustait sa trajectoire, ne la perdant jamais de vue. « Je dois lui échapper », murmurait la petite fille. Entre 2 respirations haletantes, sa voix à peine audible sous le crépitement de la pluie, ses jambes commençaient à faiblir après cette course effrénée, mais la peur lui donnait des ailes. Soudain, au détour d'une place élégante bordée d'immeubles haussmanniens, Élodie aperçut un homme d'allure distinguée, qui s'apprêtait à monter dans une voiture luxueuse. Grand, élégamment vêtu d'un costume sur mesure, il dégageait une assurance tranquille. Sans réfléchir, guidée par l'instinct de survie, elle se précipita vers lui. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi » cria-t-elle d'une voix désespérée, agrippant la manche de son manteau coûteux. « Cet homme me poursuit, il veut me faire du mal. » Antoine Valmont, entrepreneur prospère de 40 ans à la tête de Valmont Industries, l'une des entreprises technologiques les plus innovantes de France, regarda avec surprise cet enfant surgi de nulle part. Son visage aux traits réguliers, encadré par des cheveux poivre et sel coupés courts, exprimait d'abord une incrédulité teintée d'agacement. Il s'apprêtait à repousser doucement cette intrusion dans sa soirée bien planifiée quand il aperçut l'homme à l'imperméable qui s'approchait rapidement. Le regard froid et calculateur du poursuivant déclencha en lui un signal d'alarme. D'un coup d'œil, Antoine évalua la situation. Une enfant terrorisée, un homme à l'allure menaçante. Quelque chose n'allait pas. « Montez dans la voiture, vite !» ordonna-t-il à Élodie, tout en faisant face au poursuivant qui ralentissait. Maintenant, visiblement contrarié par cette intervention inattendue, l'homme s'arrêta à quelques mètres, jaugeant Antoine du regard. Ce dernier, bien que n'ayant rien d'un héros, se redressa de toute sa hauteur. « Je peux vous aider ?» demanda Antoine d'un ton glacial, plaçant son corps entre l'homme et la voiture où Élodie s'était réfugiée. « Cette petite est ma nièce », répondit l'homme d'une voix rauque. « Elle s'est enfuie de la maison après une dispute. Sa mère est inquiète. » Antoine sentit l'incohérence du récit. Le regard désespéré qu'Élodie lui avait lancé ne correspondait pas à une simple fugue familiale. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'appelle la police pour clarifier la situation, répliqua Antoine, sortant son téléphone de sa poche avec une assurance calculée. L'effet fut immédiat. L'homme hésita, recula d'un pas puis d'un autre. « Ce n'est pas nécessaire », marmonna-t-il avant de tourner les talons et de disparaître dans la brume pluvieuse aussi mystérieusement qu'il était apparu. Antoine resta immobile quelques instants, s'assurant que l'homme ne reviendrait pas, puis rejoignit Élodie dans la voiture. La fillette s'était recroquevillée sur le siège en cuir, tremblante de froid et de peur. « Tout va bien maintenant », dit-il doucement, surpris par sa propre sollicitude. « Il est parti. » Élodie releva lentement la tête, ses yeux encore remplis de crainte. « Il va revenir », murmura-t-elle. « Ils reviennent toujours. » Antoine fronça les sourcils. « Il y en a d'autres ?» La fillette hocha gravement la tête. « Depuis que maman a disparu. » Ces mots frappèrent Antoine comme un coup. Il s'attendait à une histoire de dispute familiale. Peut-être un malentendu, mais certainement pas à quelque chose d'aussi sérieux qu'une disparition. « Ta maman a disparu ? Depuis quand ?» demanda-t-il en démarrant le chauffage pour réchauffer. L'enfant trempé. « 3 semaines, répondit Élodie, sa voix à peine audible.
Elle travaillait sur un article important. Elle m'a dit que si jamais elle ne rentrait pas un soir, je devais prendre l'enveloppe cachée dans son bureau et fuir. Antoine observa plus attentivement la petite fille. Malgré son jeune âge, elle parlait avec une maturité surprenante, comme si les événements l'avaient forcée à grandir prématurément. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, réalisant qu'il n'avait même pas posé cette question essentielle. « Élodie Mercier » répondit-elle. « Et vous » ?« Antoine Valmont. » Il hésita, puis ajouta « Et ta maman, comment s'appelle-t-elle » ?« Sophie Mercier. Elle est journaliste. » D'investigation pour Le Progrès. Elle travaillait sur quelque chose de gros, c'est ce qu'elle disait. Antoine connaissait ce nom. Sophie Mercier était réputée pour ses enquêtes audacieuses, dévoilant souvent des affaires qui dérangèrent les puissants. Cela expliquait peut-être la situation, mais soulevait davantage de questions. « Tu n'as pas de père ? Personne d'autre à qui demander de l'aide. » Élodie secoua la tête. « Papa est parti quand j'étais bébé, et maman disait qu'on ne pouvait faire confiance à personne. » Un silence s'installa dans l'habitacle luxueux de la voiture, uniquement perturbé par le bruit de la pluie sur le toit. Antoine se sentait dépassé par la situation. Il était un homme d'affaires, pas un héros de roman. Sa vie était réglée, organisée, prévisible. Il n'avait pas de place pour un enfant en danger, pour une histoire de disparition mystérieuse. Et pourtant, il ne pouvait se résoudre à abandonner cette fillette. « Je vais t'emmener chez moi ce soir », décida-t-il finalement. « On appellera la police pour signaler la disparition de ta maman. »« Non !» s'exclama Élodie avec une panique soudaine. « Pas la police. Maman m'a dit de ne pas leur faire confiance, pas pour le moment. » Antoine la regarda, décontenancé. Que pouvait bien avoir découvert Sophie Mercier pour mettre en garde sa fille contre les forces de l'ordre? « D'accord, concéda-t-il contre son meilleur jugement. Pas de police pour l'instant, mais demain nous devrons trouver une solution. » Il démarra sa voiture, une Aston Martin grise aux lignes épurées, et s'engagea dans la circulation lyonnaise. À ses côtés, Élodie sortit de sa poche une petite clé dorée qu'elle serrait dans sa main comme un talisman. « Qu'est-ce que c'est » demanda Antoine, intrigué. « La clé que maman m'a laissée, » répondit-elle. « Elle ouvre quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait la sauver. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Cette soirée qui avait commencé comme tant d'autres venait de prendre un tournant inattendu. Il jeta un regard à la petite fille assise à côté de lui, cet enfant qui venait de faire irruption dans sa vie bien ordonnée. En prenant la direction de son appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie venait de basculer. Quelque chose en lui avait changé au moment où il avait décidé de protéger Élodie. Une part de lui-même qu'il croyait endormie depuis longtemps s'était réveillée. Le besoin de protéger, de faire ce qui est juste. À côté de lui, Élodie regardait par la fenêtre, ses yeux reflétant les lumières de la ville qui défilaient sous la pluie. Dans sa petite main, la clé dorée brillait faiblement, comme une promesse d'espoir dans l'obscurité grandissante. « Ne t'inquiète pas, » murmura Antoine, autant pour lui-même que pour elle. « Nous allons retrouver ta maman. » Mais au fond de lui, il se demandait dans quelle aventure périlleuse il venait de s'engager, et surtout, s'il était à la hauteur du défi qui l'attendait. L'appartement d'Antoine Valmont occupait tout le dernier. Étage d'un immeuble ancien de la Croix-Rousse, quartier historique des Canuts lyonnais. L'espace était vaste, décoré avec un goût minimaliste qui reflétait la personnalité ordonnée de son propriétaire. De grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur Lyon et ses deux fleuves, le Rhône et la Saône, dont les lumières scintillaient sous la pluie persistante. Élodie, enveloppée dans une serviette moelleuse après une douche chaude, contemplait ce panorama avec des yeux émerveillés. Elle portait maintenant un t-shirt d'Antoine qui lui servait de robe de nuit improvisée, ses vêtements trempés tournant dans la machine à laver. « C'est beau », murmura-t-elle en pointant du doigt la basilique de Fourvière illuminée qui dominait la ville. Antoine, qui préparait un chocolat chaud dans la cuisine ouverte, sourit malgré lui. « Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. La vue m'aide à réfléchir. » Il apporta la tasse fumante à Élodie, puis s'assit face à elle dans un fauteuil en cuir. L'heure était venue aux questions sérieuses. « Maintenant, Élodie, j'ai besoin que tu me racontes tout, depuis le début. » La fillette serra la tasse chaude entre ses mains et prit une profonde inspiration. « Maman travaille pour Le Progrès, depuis que je suis toute petite. Elle fait des enquêtes spéciales,
des choses que les autres journalistes n'osent pas faire. Une fierté évidente perçait dans sa voix. Il y a 2 mois, elle a commencé à travailler très tard. Elle recevait des appels étranges, parfois en pleine nuit. Elle prenait des notes qu'elle cachait ensuite. Antoine l'écoutait attentivement, impressionné par la précision des souvenirs de l'enfant. Un soir, elle m'a fait asseoir et m'a parlé très sérieusement. Elle m'a dit qu'elle enquêtait sur des personnes puissantes qui faisaient de mauvaises choses, des gens qui utilisaient leur argent pour corrompre d'autres personnes. Antoine tiqua à ce mot. La corruption était un sujet sensible, surtout dans les hautes sphères où il évoluait. Elle m'a montré une cachette dans son bureau derrière le tableau de grand-mère. Elle y avait mis une enveloppe avec de l'argent, la clé dorée et une liste de noms. Elle m'a dit que si jamais elle ne rentrait pas un soir, je devais prendre tout ça et aller chez Madame Dubois, notre voisine. Élodie but une gorgée de chocolat avant de poursuivre. Et puis il y a 3 semaines, elle n'est pas rentrée. J'ai attendu toute la nuit. Le matin, j'ai pris l'enveloppe comme elle me l'avait dit et je suis allé chez Madame Dubois. Mais quand je suis arrivé, il y avait 2 hommes qui posèrent des questions sur moi et maman. J'ai eu peur et je me suis caché. Antoine fronça les sourcils. Et ensuite, je suis retourné à la maison par la porte de derrière. J'ai pris quelques affaires et je suis parti. Depuis, je me cache. Je change d'endroit tous les jours, comme maman m'avait appris à le faire en cas d'urgence. Tu as 7 ans et tu vis dans la rue depuis 3 semaines, s'exclama Antoine, stupéfait. Élodie haussa les épaules avec une maturité déconcertante. J'avais de l'argent et je suis débrouillarde. Maman dit toujours que je suis trop intelligente pour mon âge. Antoine se passa une main dans les cheveux. Cet enfant était extraordinaire, mais sa situation n'en était pas moins dramatique. Et la clé, tu sais ce qu'elle ouvre? Élodie secoua la tête. Non, mais il y a un papier avec des chiffres dessus. Je pense que c'est un code. Elle sortit de la poche de son jean humide, posé près du radiateur, un petit morceau de papier plié, et le tendit à Antoine. Dessus était griffonnée une série de chiffres et de lettres. BDL 25 07 19 VTSM. Ça te dit quelque chose? Demanda-t-elle avec espoir. Antoine examina le code, perplexe. BDL pourrait être une abréviation. Banque. De Lyon peut-être? Un coffre-fort? C'est ce que je pensais aussi, s'exclama Élodie avec enthousiasme. Mais quelle banque? Antoine réfléchit un instant. Il y a plusieurs agences de la Banque de Lyon dans la ville. Demain, nous pourrons vérifier. Il regarda l'heure. Presque minuit. Maintenant, tu devrais dormir. Tu prendras ma chambre d'amis. Élodie hésita. Et s'il me retrouve pendant la nuit? Antoine réalisa soudain la gravité de la situation. Si cet enfant était poursuivi par des personnes liées à une affaire de corruption, son appartement n'était peut-être pas aussi sûr qu'il le pensait. « Mon appartement est sécurisé », la rassura-t-il. « Personne ne peut entrer sans que je le sache, et je resterai éveillé encore un moment. » Peu convaincue, Élodie finit néanmoins par accepter de se coucher. Antoine la conduisit à la chambre d'amis, spacieuse et impersonnelle, comme le reste de son appartement. « Merci, monsieur Valmont », murmura-t-elle en grimpant dans le grand lit. « Appelle-moi Antoine », répondit-il, surpris par sa propre suggestion. Il n'était pas du genre à créer facilement des liens. Une fois Élodie endormie, Antoine retourna dans son salon et se servit un verre de cognac. Son esprit tourbillonnait. Cette situation dépassait tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Il était habitué à gérer des crises commerciales, des négociations tendues, mais pas à protéger une enfant menacée. Il sortit son téléphone et hésita. Devait-il appeler la police? Mais les avertissements d'Élodie concernant sa méfiance envers les autorités le firent hésiter. Si Sophie Mercier avait découvert une affaire de corruption impliquant des personnes haut placées, peut-être avait-elle raison de se méfier. À la place, il composa le numéro de son ami d'enfance. Nicolas Girard, directeur de la sécurité chez Valmont Industries. « Nicolas, c'est Antoine. J'ai besoin de ton aide, mais c'est confidentiel. »« Oui, très. Peux-tu passer à mon appartement demain matin à la 1e heure ?»« Parfait. Et Nicolas, viens seul. » Après avoir raccroché, Antoine s'approcha de la fenêtre. En contrebas, les rues de Lyon brillaient sous la pluie, paisibles en apparence. Pourtant, quelque part dans cette ville, se cachait un danger dont il ne connaissait ni la nature exacte ni l'ampleur.
Son regard fut attiré par une voiture noire stationnée de l'autre côté de la rue. Elle n'avait pas bougé depuis leur arrivée. Coïncidence ou surveillance? Impossible à dire. Mais son instinct lui disait que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain matin, Antoine fut réveillé par l'odeur du café. Surpris, il se leva du canapé où il s'était assoupi et découvrit Élodie dans la cuisine, préparant maladroitement le petit déjeuner. « Bonjour », dit-elle timidement. « J'ai fait du café et des tartines. Je ne savais pas ce que vous... Tu... aimais ?» Antoine sourit, touché par ce geste. « C'est parfait, merci. » Il déjeunait quand la sonnette retentit. Antoine vérifia l'écran de sécurité. C'était Nicolas. Nicolas Girard, ancien militaire reconverti dans la sécurité privée, était un homme robuste aux cheveux blonds coupés courts. Son regard vif balaya l'appartement dès son entrée, s'arrêtant avec surprise sur Élodie. « Je vois que tu as de la compagnie », remarqua-t-il d'un ton neutre. Antoine lui fit signe de le suivre dans son bureau. Une fois la porte fermée, il lui résuma la situation. « Une journaliste disparue et sa fille poursuivie », récapitula Nicolas. « Et tu t'es impliqué là-dedans? Pourquoi exactement ?» Antoine hésita. « Je ne pouvais pas l'abandonner. Et si Sophie Mercier a vraiment découvert quelque chose d'important? Tu réalises dans quoi tu t'engages ?» l'interrompit Nicolas. « Si des gens puissants sont impliqués, ils ne reculeront devant rien. »« C'est pour ça que j'ai besoin de toi, » répondit Antoine. « Je veux que tu vérifies cette journaliste, ses derniers articles, ses contacts, et je veux aussi que tu renforces la sécurité autour de moi et de l'enfant. » Nicolas soupira. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais sois prudent. Antoine, cette histoire pourrait avoir des répercussions sur Valmont Industries. Je sais, admit Antoine, mais je ne peux pas rester sans rien faire. » Quand ils revinrent dans le salon, ils trouvèrent Élodie penchée sur une tablette. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Antoine. « Je cherche des informations sur le dernier article de maman, » répondit-elle sans lever les yeux. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Elle leur montra un article daté de 2 mois plus tôt, signé Sophie Mercier, l'ombre des puissants enquête sur le financement immobilier à Lyon. Cet article parle d'un grand projet immobilier dans le quartier de la Confluence, expliqua Élodie. Maman soupçonnait des irrégularités dans le financement et les autorisations. Antoine et Nicolas échangèrent un regard. La Confluence était un quartier en pleine réhabilitation, avec des enjeux financiers colossaux. « Est-ce qu'elle mentionnait des noms ?» demanda Antoine. Élodie fit défiler l'article. Pas directement, mais elle parlait d'un consortium d'investisseurs et d'une banque principale qui finançait le projet. « Quelle banque ?» interrogea Nicolas. « La Banque de Lyon » répondit Élodie. « BDL. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Comme sur ton papier. » Élodie hocha vigoureusement la tête. « Et regardez la date de publication de l'article, 25 juillet 2019. Comme les chiffres du code 250719. « VTSM, murmura Antoine. Ça pourrait être quoi? Nicolas réfléchit un instant. Des initiales peut-être? Ou un code d'accès? Il faut aller à cette banque, décida Élodie en se levant d'un bond. Tout de suite. Antoine posa une main apaisante sur son épaule. Pas si vite. Nous devons être prudents. Si ces personnes te cherchent, ils surveillent probablement les banques aussi. Nicolas acquiesça. Antoine a raison. Nous devons d'abord vérifier si ta mère avait effectivement un coffre là-bas et comment y accéder sans attirer l'attention. Et que faisons-nous en attendant? Demanda Élodie, visiblement déçue. Antoine réfléchit un moment. Je dois aller au bureau aujourd'hui. Une absence soudaine éveillerait les soupçons. Nicolas va rester avec toi ici et continuer les recherches sur l'enquête de ta mère. Tu peux me faire confiance, assura Nicolas à la fillette. J'étais dans les forces spéciales. Élodie l'étudia un moment, puis hocha la tête avec une gravité presque comique pour son âge. D'accord, mais on ne perd pas de temps. Maman compte sur nous. Alors qu'Antoine se préparait à partir, son téléphone vibra. C'était un message de son associé, Philippe Beaumont. Réunion d'urgence ce matin. Nouveau développement sur le projet Confluence. Présence indispensable. Il relut le message, soudain mal à l'aise. La Confluence. Exactement le sujet sur lequel Sophie Mercier enquêtait. Était-ce une simple coïncidence? Tout va bien? Demanda Nicolas, remarquant son expression troublée. Antoine lui montra le message. Valmont Industries est l'un des investisseurs dans le projet Confluence, un projet que Sophie Mercier suspectait d'irrégularité.
Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les implications étaient troublantes. « Tu penses que ton entreprise pourrait être impliquée » demanda Nicolas à voix basse. « Je ne sais pas » répondit honnêtement Antoine. « Les investissements immobiliers sont gérés par Philippe, pas par moi. Je signe les documents finaux, mais je ne m'occupe pas des détails. »« Philippe Beaumont » intervint Élodie. « Ce nom était sur la liste que maman m'a laissée. » Antoine et Nicolas se tournèrent vers elle, stupéfaits. « Tu es sûr ?» demanda Antoine, sentant un froid soudain l'envahir. Élodie acquiesça fermement. Positive, c'était le 3e nom sur sa liste. Antoine échangea un regard avec Nicolas. Son monde, si stable jusqu'alors, semblait soudain s'effondrer sous ses pieds. « Je dois aller à cette réunion », décida-t-il. « Si Philippe est impliqué dans quelque chose de louche, je dois savoir quoi. »« Sois prudent », l'avertit Nicolas. « Ne montre pas que tu soupçonnes quelque chose. » Antoine acquiesça l'esprit ailleurs. Son associé et ami de longue date, impliqué dans une affaire de corruption, c'était difficile à croire, et pourtant, il regarda Élodie, si petite et vulnérable, et pourtant si déterminée. Pour elle et pour sa mère disparue, il devait découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Le siège de Valmont Industries occupait un immeuble moderne aux façades de verre et d'acier dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu. En pénétrant, dans le hall aux lignes épurées, Antoine fut salué respectueusement par le personnel de sécurité et les employés qu'il croisa. Pourtant, aujourd'hui, ces salutations quotidiennes lui semblaient étrangement distantes, comme s'il observait sa propre vie à travers un filtre. Son esprit restait fixé sur la révélation d'Élodie. Philippe Beaumont, son associé depuis 15 ans, figurait sur la liste laissée par Sophie Mercier. Philippe, avec qui il avait bâti Valmont Industries depuis ses modestes débuts, jusqu'à en faire l'une des entreprises les plus innovantes de France. Philippe, qu'il considérait comme un ami. L'ascenseur le conduisit au dernier étage, où se trouvait la salle de conférence principale. En poussant les portes vitrées, Antoine aperçut Philippe qui discutait avec animation avec plusieurs membres du conseil d'administration et représentants d'autres sociétés. Grand et mince, la cinquantaine élégante avec ses cheveux grisonnants toujours impeccablement coiffés, Philippe Beaumont incarnait le dirigeant français par excellence. Raffiné, cultivé, avec ce mélange subtil d'autorité et de charme qui ouvrait toutes les portes. « Ah, Antoine !» s'exclama Philippe en le voyant entrer. « Nous n'attendions plus que toi. » Antoine s'efforça d'afficher un sourire naturel, tout en serrant les mains tendues autour de la table. Son regard s'arrêta sur un homme qu'il ne connaissait pas, assis légèrement en retrait. « Je te présente Victor Marceau, » dit Philippe, en suivant son regard. « Il représente le consortium bancaire qui finance notre projet à la Confluence. » Victor Marceau, la quarantaine austère, inclina légèrement la tête. « Ravi de faire votre connaissance, monsieur Valmont. Votre réputation vous précède. Victor est directeur des investissements spéciaux à la Banque de Lyon, » ajouta Philippe avec un sourire entendu. Antoine sentit son pouls s'accélérer. La Banque de Lyon, BDL. Exactement comme sur le papier d'Élodie. Cette réunion prenait soudain une dimension troublante. « Bien, commençons, » annonça Philippe en prenant place en bout de table. « Comme vous le savez tous, notre projet de développement à la Confluence entre dans sa phase finale d'approbation. Cependant, certains obstacles administratifs sont apparus récemment. » Antoine observait attentivement chaque personne autour de la table, cherchant des signes, des indices. « Quels obstacles ?» demanda-t-il, s'efforçant de paraître simplement curieux. Philippe échangea un regard avec Victor Marceau avant de répondre. Quelques conseillers municipaux ont soulevé des questions sur les procédures d'attribution des permis. Rien de grave, mais potentiellement gênant si cela s'éternise. Ou si cela attire l'attention des médias, ajouta Victor Marceau d'un ton détaché qui contrastait avec la tension dans ses yeux. Antoine saisit l'occasion. « À ce propos, j'ai récemment lu un article dans Le Progrès qui mentionnait notre projet. Une journaliste, Sophie quelque chose. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Philippe et Victor échangèrent un nouveau regard, presque imperceptible. « Sophie. »« Mercier », précisa finalement Philippe avec un sourire forcé. « Une enquêtrice qui cherche le sensationnalisme à tout prix. Ces allégations sont sans fondement, bien entendu. »« Bien entendu », répéta Antoine. « D'ailleurs, je n'ai pas vu d'article d'elle récemment. Elle a pris un congé d'après ce que j'ai entendu. »
répondit Victor Marceau. Un voyage à l'étranger, je crois. Le mensonge était si flagrant qu'Antoine dut faire un effort considérable pour maintenir une expression neutre. Sophie Mercier n'avait pas pris de congé. Elle avait disparu après avoir découvert quelque chose qui mettait sa vie en danger. La réunion se poursuivit, mais Antoine n'écoutait plus que d'une oreille. Il observait Philippe, cherchant à réconcilier l'image de cet homme qu'il connaissait depuis si longtemps avec celle d'une personne capable de participer à l'enlèvement d'une journaliste. Était-ce possible? Ou y avait-il une explication, plus innocente à la présence de son nom sur la liste de Sophie? « Antoine !» La voix de Philippe le tira de ses réflexions. « Tu es avec nous ?»« Pardon » s'excusa Antoine. « Je réfléchissais aux implications de ces obstacles administratifs. » Philippe hocha la tête, satisfait. « Comme je le disais, nous devons accélérer le calendrier. Les signatures finales doivent être obtenues avant la fin de la semaine. Victor a généreusement proposé d'augmenter la ligne de crédit pour couvrir les coûts additionnels. »« Quels coûts additionnels ?» demanda Antoine, soudain alerte. « Conseil juridique, expertise supplémentaire, relations publiques » énuméra vaguement Philippe. Le montant a été détaillé dans le rapport que je t'ai envoyé hier soir. Antoine n'avait reçu aucun rapport. « Je vais vérifier ma boîte mail, dit-il calmement. En attendant, pourriez-vous me donner un ordre de grandeur ?» Victor Marceau intervint. 5 millions d'euros, débloqués en 3 versements discrets, via notre filiale au Luxembourg. Le Luxembourg. Des versements discrets. Antoine n'avait pas besoin d'être expert en finance pour comprendre que ces coûts additionnels n'avaient rien de légal. Il s'agissait de pots de vin destinés sans doute à accélérer l'approbation du projet en contournant les procédures régulières. « Je vois, dit-il simplement. « Et ces fonds seront gérés par moi-même, répondit Philippe. Comme d'habitude pour ce type d'opération sensible. Comme d'habitude, ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine. Combien d'autres opérations sensibles avaient été menées à son insu? Depuis combien de temps son entreprise, qu'il croyait irréprochable, s'adonnait-elle à de telles pratiques? La réunion s'acheva sur des poignées de main et des sourires convenus. Antoine s'attarda volontairement, prétextant vouloir discuter d'un autre sujet avec Philippe. Une fois seul dans la salle, il ferma soigneusement la porte. « Ce projet à la confluence », commença-t-il, observant attentivement les réactions de Philippe. Je n'étais pas au courant de tous ces arrangements. Discret. Philippe sourit, une main posée sur l'épaule d'Antoine. « C'est pour cela que nous formons une si bonne équipe. Tu t'occupes de l'innovation, des produits, de la vision. Et moi, je m'occupe des aspects plus pragmatiques des affaires. »« Pragmatique ?» répéta Antoine. « Tu veux dire illégaux ?» Le sourire de Philippe se figea. « Ne sois pas naïf, Antoine. C'est ainsi que fonctionne le monde des affaires en France. Ces facilitations sont nécessaires pour avancer. Sans elles, nous serions encore une petite start-up de banlieue. »« Je n'ai jamais approuvé ce genre de méthode, » protesta Antoine. Philippe laissa échapper un rire sans joie. « Tu as approuvé les résultats. Tu n'as jamais posé de questions sur comment j'obtenais certains contrats ou autorisations. C'était un arrangement tacite entre nous. Tu gardais tes mains propres. Et moi, je faisais le nécessaire. » Ces paroles frappèrent Antoine comme une gifle. Avait-il vraiment, par son silence, été complice de ces pratiques? Avait-il délibérément fermé les yeux pour préserver sa conscience? « Et Sophie Mercier ?» demanda-t-il abruptement. « Qu'est-ce qu'elle a découvert exactement ?» Le visage de Philippe se durcit. « Tu la connais ?»« J'ai lu ses articles, » improvisa Antoine. « Elle semble avoir disparu au moment où elle enquêtait sur notre projet. »« Une coïncidence, » répliqua froidement Philippe. « Cette femme était une fouineuse. Elle se mêlait de choses qui ne la regardaient pas. »« Et maintenant, elle a pris un congé ?» Les deux hommes se dévisagèrent en silence, la tension presque palpable entre eux. « Je ne sais pas ce que tu insinues, » dit finalement Philippe. Mais je te conseille de rester à ta place. Ce projet représente des centaines de millions d'euros pour Valmont Industries. Ne compromets pas tout ce que nous avons bâti pour des scrupules tardifs. » Sur ces mots, il quitta la pièce, laissant Antoine seul avec le poids de ses révélations. De retour dans son bureau, Antoine s'assit lourdement dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Il composa le numéro de Nicolas. « C'est bien pire. Que ce que nous pensions » murmura-t-il après s'être assuré que personne ne pouvait l'entendre.
Philippe est impliqué jusqu'au cou dans une affaire de corruption liée au projet Confluence. Et la Banque de Lyon est au centre du dispositif. J'ai aussi du nouveau, répondit Nicolas. J'ai fait des recherches sur les derniers mouvements de Sophie Mercier. Elle avait un rendez-vous avec un certain Victor Marceau de la BDL le jour de sa disparition. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Victor Marceau était à notre réunion ce matin. Il supervise le financement du projet. Il y a plus, continua Nicolas. Les initiales VTSM, je pense qu'elles correspondent à Victor Thierry Serge Marceau. C'est son nom complet d'après les bases de données que j'ai consultées. Tout s'emboîtait. Le code sur le papier d'Élodie, BDL 250719 VTSM. C'est peut-être la date et le numéro d'un coffre à la Banque de Lyon au nom de Victor Marceau. Ou un compte spécial, suggéra Nicolas. Un compte où transitent les fonds illicites. Comment va Élodie demanda Antoine, soudain inquiet pour la fillette. Elle va bien. Elle est incroyablement calme pour son âge. En ce moment, elle dessine des plans de la banque d'après ses souvenirs. Elle dit que sa mère l'y a emmenée plusieurs fois. Antoine sourit malgré la gravité de la situation. Cette petite est extraordinaire. Écoute, je vais essayer de quitter le bureau plus tôt. Je veux qu'on aille vérifier cette piste de la banque aujourd'hui même. Tu es sûr que c'est prudent ? S'inquiéta Nicolas. Si Marceau est impliqué dans la disparition de Sophie Mercier, il pourrait avoir des hommes surveillant la banque. C'est justement pour ça que nous devons y aller, insista Antoine. Si Sophie a caché des preuves dans un coffre ou un compte, c'est peut-être notre seule chance de découvrir ce qui lui est arrivé. Il raccrocha et se tourna vers son ordinateur pour consulter sa messagerie. Comme il s'y attendait, aucun rapport de Philippe ne l'y attendait. Cependant, un mail récent attira son attention. L'expéditeur était inconnu, mais l'objet le glaça. « Sophie Mercier sait trop de choses. Toi aussi ?» Antoine ouvrit le message avec appréhension. Il ne contenait que quelques lignes. « Nous savons que la fille est avec toi. Si tu tiens à ta carrière et à ta vie, oublie cette histoire. Certaines vérités ne sont pas bonnes à découvrir. Dernier avertissement. » Pas de signature, bien sûr. Mais le message était clair. Il était surveillé et Élodie était en danger. Quelqu'un, probablement Philippe ou Victor Marceau, savait qu'il protégeait la fille de Sophie Mercier. Antoine ferma rapidement sa messagerie et commença à rassembler quelques documents essentiels. Il n'avait plus le choix. Il devait agir vite avant que les menaces ne se concrétisent. En quittant son bureau, il croisa le regard de sa secrétaire, Madeleine, une femme discrète qui travaillait pour lui depuis 10 ans. « Monsieur Valmont. »« Monsieur Beaumont vous cherchait il y a quelques minutes, » l'informa-t-elle. Il semblait préoccupé. Antoine hocha la tête. « S'il me cherche encore, dites-lui que j'ai dû partir pour une urgence personnelle. Je serai injoignable jusqu'à... demain. » Madeleine l'observa avec une lueur d'inquiétude. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?»« Non, Madeleine, » répondit honnêtement Antoine. « Rien ne va bien, mais j'espère que ça ira mieux bientôt. » Sur ces paroles énigmatiques, il se dirigea vers l'ascenseur, conscient que chacun de ses mouvements était peut-être observé. Dans sa poche, il serrait fermement son téléphone, prêt à appeler Nicolas en cas de danger. En sortant de l'immeuble, Antoine remarqua immédiatement une voiture noire stationnée à quelques mètres, similaire à celle qu'il avait aperçue, près de son appartement la veille. Il fit semblant de ne rien remarquer et héla un taxi qui passait. « Gare de la part Dieu », indiqua-t-il au chauffeur, tout en surveillant dans le rétroviseur si la voiture noire le suivait. Ce qu'elle fit. Aussi, lieu de se rendre directement chez lui, Antoine décida de brouiller les pistes. Il descendit à la gare, se faufila dans la foule, emprunta plusieurs couloirs et sortit, avant de prendre un autre taxi qui le conduisit finalement à son appartement. Quand il arriva, Nicolas et Élodie l'attendaient anxieusement. « J'ai reçu une menace », annonça-t-il sans préambule. « Ils savent qu'Élodie est avec moi. » Nicolas fronça les sourcils. « Alors nous ne sommes plus en sécurité ici, il faut partir tout de suite. » Élodie, qui avait écouté silencieusement, intervint, pas avant d'avoir vérifié la banque. « Maman, y a laissé quelque chose d'important, j'en suis sûr. » Antoine et Nicolas échangèrent un regard. La fillette avait raison. S'ils voulaient comprendre ce qui se passait et potentiellement sauver Sophie Mercier, ils devaient d'abord découvrir ce que cachait ce mystérieux code. « D'accord, » concéda Antoine. « Nous irons à la Banque de Lyon, mais après, nous quittons. La ville,
jusqu'à ce que nous comprenions exactement à qui nous avons affaire. Élodie hocha gravement la tête, serrant dans sa petite main la clé dorée qui peut-être les mènerait jusqu'à sa mère disparue. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que leur quête de vérité les conduirait bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient, et que les révélations qui les attendaient bouleverseraient à jamais leur vie. La Banque de Lyon, institution séculaire au cœur du quartier historique, imposait le respect avec sa façade néoclassique et ses colonnes majestueuses. Antoine, Nicolas et Élodie observèrent le bâtiment depuis un café situé sur la place opposée. La fillette, dissimulée sous une casquette et des lunettes de soleil trop grandes pour son visage, ne quittait pas l'entrée des yeux. « Il y a 2 gardes à l'entrée principale, » murmura Nicolas. « Et probablement des caméras partout. Comment comptes-tu procéder, Antoine ?» Antoine réfléchissait. En tant qu'entrepreneur respecté, il pouvait entrer dans la banque sans éveiller de soupçons. Mais que faire ensuite ? Le code BDL 250719 VTSM semblait indiquer un coffre ou un compte spécial, mais comment y accéder sans attirer l'attention ? Je pourrais y aller seul, suggéra Élodie d'une voix décidée. Personne ne se méfiera d'une petite fille. Or, ça de question, répliqua immédiatement Antoine. C'est trop dangereux. Ma mère m'a emmené plusieurs fois dans cette banque, insista Élodie. Je connais les lieux. Il y a une section spéciale au sous-sol pour les coffres privés. C'est là qu'elle allait. Antoine et Nicolas échangèrent un regard surpris. Cette information changeait la donne. « Tu es sûr de ce que tu avances ?» demanda Nicolas. Élodie hocha vigoureusement la tête. « Absolument. Maman avait un petit coffre là-bas. Elle disait que c'était notre assurance vie. » Antoine réfléchit rapidement. « D'accord, voilà ce que nous allons faire. Je vais entrer et demander à voir le directeur, prétextant vouloir ouvrir un compte pour Valmont Industries. Pendant ce temps, Nicolas, tu entreras avec Élodie comme si vous étiez père et fille venus faire une opération bancaire ordinaire. Et ensuite, demanda Nicolas. Ensuite, nous improviserons, répondit Antoine avec un demi-sourire. Élodie nous guidera vers les coffres. Avec un peu de chance, la clé dorée ouvrira celui de Sophie. Le plan était risqué, mais ils n'avaient pas d'autre option. Ils attendirent que l'affluence soit à son maximum, en milieu d'après-midi, puis se mirent en mouvement. Antoine entra le premier, vêtu d'un costume impeccable qui soulignait son statut. Il s'approcha de l'accueil, demanda à voir le directeur et fut immédiatement conduit vers un salon privé. 5 minutes plus tard, Nicolas et Élodie pénétrèrent à leur tour dans la banque. La fillette avait abandonné son déguisement pour ne pas paraître suspecte et tenait fermement la main de Nicolas. Conformément au plan, ils se dirigèrent vers un guichet standard. Mais alors qu'ils attendirent leur tour, Élodie tira discrètement sur la manche de Nicolas et lui indiqua un couloir sur leur droite. « C'est par là, chuchota-t-elle. L'entrée des coffres. » Nicolas hésita. « On devrait attendre Antoine. »« Il n'y a personne qui surveille en ce moment, » insista Élodie. « C'est notre chance. » Avant que Nicolas ne puisse protester davantage, la fillette s'élança vers le couloir, le forçant à la suivre. Ils descendirent un escalier en marbre jusqu'à un niveau inférieur où un employé somnolait derrière un comptoir. « Bonjour, » dit poliment Élodie en s'approchant. « Nous venons voir notre coffre, s'il vous plaît. » L'employé se redressa, légèrement surpris par cet enfant si assuré. « Bien sûr, mademoiselle. Avez-vous votre clé et le numéro du coffre ?» Élodie présenta fièrement la clé dorée. « Le numéro est le 250719, au nom de Mercier. » L'employé consulta un registre, fronçant légèrement les sourcils. « Mercier, Sophie Mercier ?» Nicolas intervint rapidement, adoptant un ton paternel. « Oui, ma femme. Elle a envoyé notre fille et moi récupérer quelques documents importants. » L'homme hésita, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé, monsieur, mais je dois vérifier l'autorisation. Madame Mercier a laissé des instructions spécifiques concernant l'accès à son coffre. » Nicolas sentit la tension monter. Avait-il fait tout ce chemin pour rien? « Quelles instructions ?» demanda-t-il, s'efforçant de paraître simplement curieux. « Elle a mentionné un code, » expliqua l'employé. « Sans ce code, je ne peux pas autoriser l'accès, même avec la clé. » Élodie intervint immédiatement. « VTSM. » L'employé la regarda, avec surprise, puis consulta à nouveau son registre. « C'est correct. Comment une enfant de votre âge peut-elle connaître ce code ? » « Ma mère me fait confiance, »
répondit simplement Élodie avec une assurance déconcertante. L'homme hocha lentement la tête, puis se leva. « Veuillez me suivre. » Il les conduisit à travers une porte sécurisée jusqu'à une salle remplie de coffres de différentes tailles encastrés dans les murs. Il s'arrêta devant l'un d'eux, portant le numéro 25 07 19. « Je vais vous laisser, » dit-il en s'éloignant discrètement. « Prenez votre temps. » Une fois seule, Élodie inséra la clé dorée dans la serrure et la tourna. Le coffre s'ouvrit avec un léger clic, révélant une enveloppe épaisse et une clé USB. « On a réussi !» chuchota Élodie avec excitation. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit et Antoine apparut, l'air soulagé de les trouver. « Vous auriez dû m'attendre, » murmura-t-il. « J'ai dû inventer une excuse pour... » « Ça m'éclipsait. Regardez ce que nous avons trouvé, » dit Élodie en brandissant l'enveloppe et la clé USB. Antoine jeta un coup d'œil nerveux autour d'eux. « Pas ici. Prenons tout et partons. » Nicolas glissa rapidement les objets dans sa veste et ils se dirigèrent vers la sortie. Ils étaient presque arrivés à l'escalier quand une voix les arrêta net. « Monsieur Valmont ?» Quelle surprise! Antoine se figea. Devant eux se tenait Victor Marceau, le banquier de la réunion du matin, un sourire poli mais froid sur les lèvres. « Monsieur Marceau, » répondit Antoine, s'efforçant de paraître détaché. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« C'est pourtant mon lieu de travail, » répliqua le banquier, son regard glissant vers Élodie qui se cachait instinctivement derrière Nicolas. « Et qui sont vos compagnons ?» Antoine sentit son cœur s'accélérer, mais garda une expression impassible. « Mon chef de sécurité, Nicolas Girard, et sa fille. Nous venions justement de terminer notre rendez-vous. » Victor Marceau observa longuement Élodie, puis sourit à nouveau, ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bien sûr, ne laissez pas la curiosité d'un vieil homme vous retarder. » Ils le dépassèrent lentement, sentant son regard les suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent l'escalier. Une fois dans le hall principal, ils accélérèrent le pas sans pour autant courir, conscients des caméras qui les observaient. Ce n'est qu'une fois à l'extérieur, perdus dans la foule des passants, qu'ils respirèrent plus librement. « Il nous a reconnus, » murmura Élodie. « L'homme de la banque, c'est l'un d'eux. » « Victor Marceau, » confirma Antoine. « Et il a certainement reconnu Élodie. »« Nous devons quitter Lyon, » décida Nicolas. « Tout de suite. » Ils se dirigèrent rapidement vers la voiture de Nicolas, garée. Quelques rues plus loin, Antoine ne cessait de regarder par-dessus son épaule, persuadé qu'ils étaient suivis. « Où allons-nous » demanda Élodie, une fois qu'ils furent en sécurité dans le véhicule. « J'ai une maison de campagne dans les Monts du Lyonnais, » répondit Antoine. « Personne ne connaît son existence, pas même Philippe. C'est un refuge que je me suis aménagé il y a quelques années pour échapper à la pression. » Nicolas démarra et s'engaga dans la circulation lyonnaise, prenant soin de vérifier régulièrement qu'il n'était pas suivi. « Avant de partir, nous devons faire un détour, » dit Antoine. « Il y a quelqu'un que je dois voir. »« Qui ?» demanda Nicolas, méfiant. « Madeleine, ma secrétaire. Je lui fais entièrement confiance, et elle a accès à des informations qui pourraient nous être utiles. » Une demi-heure plus tard, ils étaient garés devant un immeuble résidentiel dans le quartier de la Guillotière. Antoine descendit seul, promettant de revenir rapidement. Madeleine Dupont, 55 ans, ouvrit sa porte avec surprise. « Monsieur Valmont, que faites-vous ici ?»« Madeleine, j'ai besoin de votre aide, » dit Antoine sans préambule. « C'est une question de vie ou de mort. » La secrétaire, qui avait vu passer bien des crises dans l'entreprise, l'invita à entrer sans poser de questions. Antoine lui expliqua rapidement la situation, omettant certains détails mais insistant sur la gravité de l'affaire. « J'ai besoin de savoir tout ce que Philippe a fait ces dernières semaines, » conclut-il. « Ses rendez-vous, ses appels, surtout ceux en rapport avec le projet Confluence ou avec Victor Marceau. » Madeleine hocha la tête, son visage reflétant sa détermination. « Je m'en occupe. Je vous enverrai tout ce que je trouve sur une adresse email sécurisée. Merci, Madeleine. Faites attention à vous. Philippe ne doit pas savoir que vous m'aidez. » De retour dans la voiture, ils prirent la direction des Monts du Lyonnais. Le trajet se déroula dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Élodie serrait contre elle l'enveloppe et la clé USB, comme si ces objets représentaient son dernier lien avec sa mère. La maison d'Antoine se révéla être une ancienne ferme rénovée, nichée au cœur d'un vallon isolé. Des champs et des bois l'entouraient,
offrant une vue imprenable sur les collines environnantes. L'endroit respirait le calme et la sérénité, loin de l'agitation et des dangers de la ville. « C'est magnifique », murmura Élodie en descendant de voiture. Antoine sourit faiblement. « C'était le rêve de ma mère. Elle voulait finir ses jours ici, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. J'ai acheté cette propriété en sa mémoire. » Une fois à l'intérieur, ils s'installèrent dans le salon rustique, mais confortable. Nicolas vérifia les alentours et s'assura que toutes les issues étaient sécurisées, tandis qu'Antoine allumait un feu dans la grande cheminée en pierre. « Maintenant, dit-il en se tournant vers Élodie, voyons ce que contiennent cette enveloppe. » Et cette clé USB. L'enveloppe renfermait plusieurs documents, des photocopies de contrats, des relevés bancaires et des photos prises à distance montrant Philippe Beaumont en conversation avec divers responsables municipaux. Certaines images montraient également Victor Marceau remettant ce qui semblait être des enveloppes à ces mêmes officiels. « Des preuves de corruption », murmura Nicolas en examinant les documents. Sophie Mercier avait constitué un véritable dossier. Antoine connecta la clé USB à son ordinateur portable. Elle contenait des fichiers audio, des enregistrements de conversations entre Philippe, Victor Marceau et d'autres personnes impliquées dans le projet Confluence. Dans l'une d'elles, Philippe discutait ouvertement de paiements facilitateurs, destinés à contourner certaines réglementations environnementales. « Mon Dieu !» souffla Antoine. Philippe a transformé Valmont Industries en machine à corruption. Un fichier en particulier attira leur attention. Un enregistrement daté du jour même de la disparition de Sophie Mercier. La journaliste y confrontait Victor Marceau avec les preuves qu'elle avait rassemblées. « Je sais tout sur les arrangements que vous avez avec Beaumont et les autres, » disait la voix déterminée de Sophie. « Les pots de vin, les intimidations, les comptes offshore. J'ai assez de preuves pour tous vous envoyer en prison. » La réponse de Marceau était calme, presque amusée. « Et vous pensez qu'on vous laissera publier ça? Ma chère, vous n'avez aucune idée des forces en jeu. Ce ne sont pas simplement quelques hommes d'affaires et politiciens locaux, c'est un système entier. »« Je n'ai pas peur de vous, » répliquait Sophie. « Vous devriez, » répondait Marceau, « penser à votre fille. » L'enregistrement s'arrêtait là, brutalement. Élodie avait écouté silencieusement, les larmes coulant sur ses joues. « C'est la dernière fois que j'ai entendu la voix de maman, » murmura-t-elle. Antoine s'approcha d'elle et posa maladroitement une main sur son épaule. « Nous allons la retrouver, Élodie, je te le promets. » La fillette leva vers lui un regard empreint à la fois de douleur et d'espoir. « Vous croyez qu'elle est encore en vie? »« Oui, » répondit Antoine, avec une conviction qu'il ne ressentait qu'à moitié. Si ces hommes voulaient simplement la faire taire définitivement, ils n'auraient pas besoin de la garder prisonnière, et ils ne te poursuivraient pas ainsi. « Il a raison, » intervint Nicolas. « Il cherche probablement quelque chose que ta mère a caché, quelque chose qu'il croit que tu pourrais savoir. »« Mais je ne sais rien de plus, » protesta Élodie. Antoine réfléchit un moment. « Peut-être qu'il y a d'autres indices que nous n'avons pas encore découverts. Ta mère t'a-t-elle parlé d'autres cachettes, d'autres personnes à contacter ?» Élodie secoua la tête puis s'immobilisa. « Attendez, il y a quelque chose. Maman parlait parfois d'un ami, un ancien collègue journaliste qui l'aidait dans ses enquêtes. Elle l'appelait le hibou parce qu'il travaillait surtout la nuit. »« Tu sais comment le contacter ?» demanda Nicolas. « Non, mais... » Élodie fouilla dans sa poche et en sortit un petit carnet usé. Maman notait tous ses contacts codés dans ce carnet. Le hibou doit y être. Pendant qu'ils examinaient le carnet, tentant de déchiffrer le système de code de Sophie, le téléphone d'Antoine vibra. C'était un email de Madeleine. « Philippe a eu plusieurs rendez-vous avec un homme nommé Laurent Dumont ces dernières semaines, » lut Antoine. « Dumont est un ancien policier reconverti dans la sécurité privée. Madeleine a trouvé des paiements importants, versés à sa société depuis un compte offshore lié à Valmont Industries. »« Un homme de main, » suggéra Nicolas. « Probablement celui chargé de suivre Élodie et peut-être de garder Sophie prisonnière. » Antoine continua sa lecture. « Il y a plus. Philippe a réservé un chalet isolé dans le Vercors, à environ 3 heures d'ici, officiellement pour des retraites stratégiques. Mais Madeleine dit qu'il s'y rend seul, généralement pour une journée seulement. » Ils échangèrent un regard lourd de sens. « Tu penses que Sophie pourrait être détenue là-bas » demanda Nicolas. « C'est possible, » répondit Antoine. « C'est isolé, difficile d'accès.
parfait pour garder quelqu'un prisonnier sans attirer que l'attention. « Nous devons y aller, déclara Élodie, se levant d'un bond. « Tout de suite !»« Pas si vite, tempéra Nicolas. Nous ne pouvons pas nous précipiter sans plan. Si ta mère est vraiment là-bas, elle sera surveillée. Et nous ne savons pas combien d'hommes Dumont a sous ses ordres. » Antoine acquiesça. Nicolas a raison. Nous devons d'abord contacter ce hibou. Il pourrait avoir d'autres informations cruciales. Élodie, bien que visiblement impatiente, finit par accepter cette logique. D'accord, mais nous ne devons pas perdre de temps. Chaque jour qui passe est un jour de plus où maman est en danger. Je le sais, assura Antoine en serrant doucement la main de la fillette. Et je te promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la sauver. Dehors, le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées à travers la campagne paisible. Mais pour les 3 occupants de la maison, la nuit qui s'annonçait serait tout sauf paisible. Car quelque part, dans l'obscurité grandissante, des hommes dangereux les cherchaient, prêts à tout pour protéger leurs secrets. L'aube se levait à peine sur les monts du Lyonnais, teintant le ciel de nuances pastel, lorsqu'Élodie émergea de sa chambre. Elle n'avait presque pas dormi, hantée par la voix de sa mère sur l'enregistrement et par l'espoir naissant qu'elle puisse être encore en vie. Dans la cuisine, elle trouva Antoine déjà debout, penché sur le carnet de Sophie, une tasse de café à la main. « Tu es réveillé depuis longtemps ?» demanda-t-elle en grimpant sur une chaise haute. Antoine leva les yeux, surpris. « Je n'ai pas beaucoup dormi, » admit-il. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose dans le carnet de ta mère. » Élodie se pencha avec curiosité. « Le hibou ? Possiblement. » Antoine lui montra une page où plusieurs noms étaient notés avec des symboles à côté. Ta mère utilisait un système de code assez ingénieux. Les noms sont des pseudonymes, mais les chiffres qui les accompagnent semblent correspondre à des numéros de téléphone transformés selon une formule mathématique. « Maman adore les énigmes », sourit Élodie, parlant instinctivement au présent. Antoine hocha la tête. « J'ai remarqué une entrée marquée d'un petit dessin de hibou. Le nom associé est Arthur, avec une série de chiffres. Si ma théorie est correcte, en inversant la formule, il griffonna quelques calculs sur un bout de papier. Voilà ce que ça donne. » Élodie examina le numéro de téléphone reconstitué. « Vous pensez que c'est lui, le hibou ?»« Il n'y a qu'une façon de le savoir, » répondit Antoine en saisissant son téléphone. À cet instant, Nicolas entra dans la cuisine, l'air fatigué mais alerte. « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Antoine lui expliqua rapidement sa découverte, puis mit le téléphone en haut-parleur alors qu'il composait le numéro. Après plusieurs sonneries, une voix grave et méfiante répondit « Qui est-ce » ? « Je cherche Arthur, » dit Antoine, « de la part de Sophie Mercier. » Un silence s'installa si long qu'Antoine crut que l'homme avait raccroché. « Qui êtes-vous » demanda finalement la voix, encore plus méfiante. « Je m'appelle Antoine Valmont. Je suis avec Élodie, la fille de Sophie. Sophie a disparu et nous avons des raisons de croire qu'elle est en danger. » Nouveau silence. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» Antoine jeta un coup d'œil à Élodie, qui acquiesça vigoureusement. « C'est Élodie qui nous a guidés. Elle nous a parlé du hibou. » Un soupir se fit entendre à l'autre bout de la ligne. « Retrouvez-moi dans 1 heure au café Le Temps des Cerises, à Chaponost. Venez seul avec la petite, et assurez-vous que vous n'êtes pas suivi. » La communication fut coupée abruptement. « Chaponost, » réfléchit Nicolas. « C'est à moins de 20 kilomètres d'ici. Je connais l'endroit, c'est un village tranquille. »« Je n'irai pas seul, » décida Antoine. « C'est trop risqué. » « Ce Arthur a l'air extrêmement prudent, » fit remarquer Nicolas. « Si nous ne suivons pas ses instructions, il pourrait disparaître. » Après une brève discussion, ils convinrent qu'Antoine et Élodie se rendraient au rendez-vous, tandis que Nicolas les suivrait à distance, prêt à intervenir en cas de problème. 1 heure. Plus tard, ils arrivaient à Chaponost. Le café, Le Temps des Cerises, était un établissement modeste situé sur la place principale du village. À cette heure matinale, la terrasse était presque déserte, à l'exception d'un homme d'une 50aine d'années assis dans un coin, caché derrière un journal. Antoine et Élodie s'approchèrent lentement. L'homme baissa légèrement son journal, les observant par-dessus ses lunettes à monture épaisse. « Arthur » hasarda Antoine. L'homme replia son journal. « Personne ne m'appelle Arthur, sauf Sophie, » dit-il en guise de confirmation. « Je suis Gaspard Roussel. Asseyez-vous. » Ils prirent place en face de lui. 2
De près, Gaspard Roussel avait l'allure d'un professeur universitaire plutôt que d'un journaliste d'investigation. Cheveux gris ébouriffés, visage émacié mais intelligent, vêtements décontractés mais soignés. « Élodie, dit-il doucement, son regard s'adoucissant en se posant sur la fillette. Ta mère me parlait souvent de toi. Elle disait que tu avais son flair pour dénicher les secrets. » Élodie sourit tristement. « Vous savez où elle est ?» Le visage de Gaspard s'assombrit. « Non, malheureusement. J'essaie de la retrouver depuis sa disparition. Quand elle n'a pas donné signe de vie après notre dernier contact, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. » « Quel était ce dernier contact ?» demanda Antoine. « Un message. 3 semaines plus tôt. Elle me disait qu'elle avait découvert quelque chose d'énorme. Concernant le projet Confluence, des preuves de corruption à grande échelle impliquant des banquiers, des politiciens et des entrepreneurs. » Gaspard marqua une pause. Elle mentionnait spécifiquement Valmont Industries. Antoine ne s'y a pas. « Je suis au courant. Mon associé, Philippe Beaumont, semble être au cœur de cette affaire avec un banquier nommé Victor Marceau. » Gaspard l'étudia attentivement. « Et vous, dans tout ça, pourquoi aider la fille d'une journaliste qui enquêtait sur votre entreprise ?»« Parce que je n'étais pas au courant de ces malversations, » répondit honnêtement Antoine. « Et parce que je ne peux pas rester sans rien faire en sachant qu'une femme a peut-être été enlevée à cause de mon associé. » Gaspard sembla peser ses paroles, puis hocha lentement la tête. « Sophie avait laissé un dossier en sécurité. L'avez-vous trouvé ?»« Oui, » confirma Élodie. « Dans son coffre à la banque. Il y avait des documents et une clé USB. » « Bien, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sophie avait découvert un système de corruption bien plus vaste que quelques pots de vin pour un projet immobilier. » Antoine se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ?»« La confluence n'est qu'un projet parmi d'autres. Sophie avait identifié un réseau d'influence qui touche à tous les grands projets d'aménagement de la région. Des milliards d'euros sont en jeu. »« Et Marceau est au centre de tout ça ?» demanda Antoine. « Il est l'un des architectes, certainement. Mais il y a quelqu'un au-dessus de lui, quelqu'un dont Sophie n'a jamais prononcé le nom, même avec moi. Elle l'appelait simplement l'architecte. » Élodie intervint. « Nous pensons que maman pourrait être retenue dans un chalet dans le Vercors, un endroit lié à Philippe Beaumont. » Gaspard parut surpris. « Comment avez-vous découvert ça ?» Antoine lui parla de Madeleine et des informations qu'elle avait fournies. « Ça concorde avec ce que j'ai pu rassembler, » admit Gaspard. « J'ai suivi la piste de Laurent Dumont, l'homme engagé par Beaumont. C'est un ancien flic devenu homme de main, spécialisé dans les problèmes délicats. Il a été aperçu plusieurs fois dans le secteur du Vercors ces dernières semaines. »« Alors nous devons y aller, » insista Élodie. « Maintenant. » Gaspard posa une main apaisante sur celle de la fillette. « Pas si vite, petite. Si ta mère est bien là-bas, l'endroit sera surveillé. Nous aurons besoin d'un plan et de renforts. »« Nous avons Nicolas, » dit Antoine. « Il est ex-force spéciale et dirige maintenant ma sécurité. »« Un homme ne suffira pas, » répliqua Gaspard. « J'ai quelques contacts qui pourraient nous aider, d'anciens collègues journalistes et un policier en qui j'ai confiance. Mais avant de nous précipiter, nous devons être certains. »« Comment ?» demanda Antoine. « J'ai réussi à localiser approximativement le chalet grâce à des recoupements d'informations. Si nous pouvions y faire une reconnaissance discrète. » Antoine réfléchit un instant. « Mon entreprise possède un drone de surveillance sophistiqué. Nous l'utilisons pour inspecter nos sites industriels. Si je pouvais le récupérer... »« Trop risqué de retourner à votre bureau, » objecta Gaspard. « Ils doivent vous surveiller. »« Pas nécessairement. Le drone est stocké dans un entrepôt périphérique, pas au siège. » Ils discutèrent des détails pendant encore une demi-heure, élaborant un plan d'action. Gaspard contacterait ses alliés de confiance, tandis qu'Antoine et Nicolas récupéreraient le drone. Ils se retrouveraient tous en fin d'après-midi dans une auberge près du Vercors pour finaliser leur stratégie. Alors qu'ils se préparaient à partir, Gaspard retint Antoine un moment. « Valmont, je dois vous dire quelque chose en privé, » murmura-t-il, s'assurant qu'Élodie ne pouvait pas l'entendre. « Sophie m'a confié que cette affaire allait bien au-delà de la corruption habituelle. Elle parlait de menaces, d'intimidation systématique. Plusieurs personnes qui avaient commencé à poser des questions ont eu de graves accidents ou ont soudainement abandonné leurs recherches. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez que nous sommes en danger ? Je sais que nous le sommes, et je ne vous fais pas encore totalement confiance, Valmont. Mais Élodie semble vous avoir accordé sa confiance,
et le jugement de cette petite vaut probablement mieux que le mien. » Sur ces paroles, ils se séparèrent. Antoine rejoignit Élodie qui l'attendait à quelques mètres de là, impatiente de retrouver Nicolas qui les observait depuis sa voiture garée plus loin. « Alors ?» demanda Nicolas quand ils le rejoignirent. « Ce hibou peut nous aider ?»« Il confirme nos soupçons concernant le chalet, » répondit Antoine, « et il a des alliés qui pourraient nous prêter main forte. »« J'ai repéré 2 hommes suspects. Pendant votre entretien, » les informa Nicolas. « Ils sont arrivés peu après vous et ont observé le café depuis leur voiture. Ils sont partis quand vous vous êtes levé. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Tu penses qu'ils nous ont suivis jusqu'ici ? » ?»« Possible, ou ils suivaient déjà Roussel. Quoi qu'il en soit, nous devons changer de véhicule et de direction au cas où. » Ils abandonnèrent leur voiture dans un parking public et louèrent un autre véhicule sous un faux nom, grâce au contact de Nicolas. Puis ils prirent la direction de l'entrepôt où était stocké le drone de Valmont Industries. L'entrepôt était situé dans une zone industrielle à la périphérie de Lyon, un bâtiment anonyme parmi tant d'autres. Antoine possédait les codes d'accès, mais il préféra appeler d'abord le responsable, un homme nommé Julien avec qui il entretenait de bonnes relations. « Julien, c'est Antoine Valmont. J'aurais besoin de récupérer discrètement le drone de surveillance. C'est une opération sensible. » Après quelques explications vagues mais convaincantes, Julien accepta de les aider. Il les attendrait à une entrée secondaire pour leur remettre l'équipement sans attirer l'attention. 1 heure plus tard, le drone était chargé dans leur voiture de location et ils prenèrent la direction du Vercors. Élodie, qui était restée silencieuse pendant la plus grande partie du trajet, prit soudain la parole. « Et si elle n'est pas là-bas ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son angoisse. « Et si nous faisons fausse route ?» Antoine se tourna vers elle depuis le siège passager. « Alors nous continuerons à chercher, Élodie. Nous ne renoncerons pas jusqu'à ce que nous l'ayons retrouvée. » La fillette hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Vous savez, au début, je ne vous faisais pas confiance. Mais maintenant, je suis contente que ce soit vous qui m'ayez trouvé ce soir-là. » Antoine sentit une émotion inattendue l'envahir. Cet enfant, avec son courage et sa détermination, avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait disparu depuis longtemps, le besoin de protéger, de se battre pour une cause juste. « Je suis content aussi, Élodie, » répondit-il doucement. « Tu m'as rappelé ce qui est vraiment important dans la vie. » Le trajet jusqu'au Vercors leur prit plusieurs heures, traversant des paysages de plus en plus montagneux et sauvages. Ils firent une halte dans une petite ville pour déjeuner, prenant soin de vérifier régulièrement qu'ils n'étaient pas suivis. En milieu d'après-midi, ils arrivèrent à l'auberge où ils avaient convenu de retrouver Gaspard. C'était un établissement rustique, niché au pied des montagnes, suffisamment isolé pour leur offrir une certaine discrétion. Gaspard les attendait dans une salle privée à l'arrière, accompagné de 3 personnes, 2 hommes et une femme, tous dans la quarantaine à l'allure déterminée. « Voici mes alliés », les présenta Gaspard. Marion Leroy, journaliste d'investigation comme Sophie et moi, Thomas Vidal, expert en informatique, et Éric Meunier, officier de police qui travaille, sous couverture sur les affaires de corruption. Après les présentations, ils étalèrent une carte détaillée de la région sur la table. « Le chalet se trouve ici », indiqua Gaspard, pointant un endroit isolé au cœur d'une forêt dense. « D'après mes sources, il est protégé par un système de sécurité électronique et au moins 2 gardes en permanence. C'est là que le drone sera utile, » expliqua Antoine. « Il nous permettra de surveiller les lieux sans nous approcher. » Ils passèrent l'heure suivante à élaborer leur plan. Le drone, équipé d'une caméra thermique, survolerait le chalet à la tombée de la nuit pour détecter les présences humaines à l'intérieur et à l'extérieur. Si Sophie semblait bien être détenue là-bas, ils interviendraient au petit matin, moment où la vigilance des gardes serait probablement à son plus bas. « Et si elle n'y est pas ?» demanda Marion, exprimant tout haut la crainte d'Élodie. « Alors, nous reviendrons à Lyon et confronterons directement Beaumont, » répondit Antoine d'un ton résolu. « Avec toutes les preuves que nous avons rassemblées, nous pourrons le faire plier. » Éric, le policier, secoua la tête. « Ce serait dangereux. Ces hommes ont beaucoup à perdre. Ils n'hésiteront pas à vous faire taire définitivement. »« Je ne reculerai pas, » affirma Antoine. « Pas après tout ce que nous avons découvert, pas après avoir vu ce qu'ils ont fait à Sophie et à Élodie. » Gaspard l'étudia avec un nouveau respect. « Vous avez changé, Valmont. Quand Sophie m'a
Parlait de vous pour la première fois, elle vous décrivait comme un homme brillant mais détaché, qui se souciait plus de ses innovations que des conséquences de ses actions. Antoine ne put s'empêcher de sourire tristement. Elle avait probablement raison, mais parfois il faut une crise pour nous rappeler nos valeurs essentielles. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils mirent le drone en service. Nicolas, qui avait une formation militaire incluant le pilotage de drones, prit les commandes de l'appareil. Il s'était positionné sur une crête boisée à environ 1 km du chalet, suffisamment près pour maintenir le signal, mais assez loin pour ne pas être repéré. Sur l'écran de contrôle, ils virent le chalet apparaître. Une construction de bois et de pierre, plus grande qu'ils ne l'imaginaient, entourée d'une clairière artificielle au milieu de la forêt dense. 2 véhicules tout-terrain étaient garés devant, et Nicolas repéra rapidement 2 hommes qui patrouillaient autour de la propriété. « Passons en vision thermique », suggéra-t-il. L'image changea, révélant les signatures thermiques des Descent-Sech, êtres vivants. Les 2 gardes à l'extérieur apparurent clairement, ainsi qu'une autre présence à l'intérieur du chalet, dans ce qui semblait être une pièce au rez-de-chaussée. « Il y a quelqu'un d'autre », murmura Marion. Une personne, assise immobile. « Pouvez-vous vous approcher davantage ?» demanda Élodie, les yeux rivés sur l'écran. Nicolas manœuvra le drone avec précaution, le rapprochant d'une fenêtre. L'image était floue, mais suffisante pour distinguer une silhouette assise dans ce qui ressemblait à une chaise, près d'une table. « Est-ce que c'est… » commença Élodie, n'osant pas terminer sa phrase. « Impossible à dire avec certitude, » répondit honnêtement Nicolas. « Mais c'est bien une personne détenue à l'intérieur. »« Il y a quelqu'un d'autre, » remarqua soudain Éric, pointant une lit. Nouvelle signature thermique qui venait d'apparaître. Quelqu'un vient d'entrer dans la pièce. Ils observèrent avec tension les 2 silhouettes qui semblaient maintenant interagir. La personne qui venait d'entrer se tenait debout, dominante, face à celle qui était assise. « Je reconnais cette posture, » murmura Nicolas. « C'est un interrogatoire. La personne assise est probablement attachée, ou contrainte d'une manière ou d'une autre. » Élodie serra les poings. « C'est maman, je le sens. » Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons bientôt le savoir avec certitude, et si c'est elle, nous la sortirons de là. Je te le promets. » Le drone continua son survol, révélant d'autres détails sur la configuration des lieux, points d'entrée potentiels, position des gardes, système de sécurité visible. Chaque information était précieusement notée pour leur intervention prévue à l'aube. Alors que la nuit tombait complètement sur les montagnes du Vercors, un sentiment d'anticipation mêlé d'appréhension s'empara du groupe. Demain, ils tenteraient de sauver Sophie Mercier. Demain, ils affronteraient directement les hommes qui avaient tenté de faire taire la vérité. Demain, peut-être, justice serait enfin rendue. L'aube n'était qu'une promesse à l'horizon lorsqu'ils se mirent en mouvement. Le ciel, encore piqueté d'étoiles, commençait à peine à s'éclaircir dans l'est, tandis qu'un brouillard léger flottait entre les arbres. Le groupe s'était divisé en 3 équipes. Nicolas et Éric formèrent la première équipe d'intervention, chargée de neutraliser les gardes. Antoine et Thomas constitueraient la 2e équipe, responsable de la désactivation des systèmes de sécurité et de l'évacuation de Sophie. Gaspard et Marion resteraient en arrière avec Élodie, coordonnant l'opération via les communications radio et prêts à appeler des renforts en cas de besoin. Élodie avait protesté vigoureusement contre le fait d'être laissée en arrière, mais Antoine avait été inflexible. « Ta mère ne me pardonnerait jamais si je te mettais en danger », lui avait-il expliqué doucement. « Et nous aurons besoin de toi ici pour nous guider avec le drone et nous avertir si d'autres personnes arrivent. » À contre-cœur, la fillette avait fini par accepter, comprenant la logique de cette décision, malgré son désir ardent d'être présente pour le sauvetage de sa mère. Équipée de lampes frontales à lumière rouge pour préserver leur vision. Nocturne tout en restant discret, Nicolas et Éric avancèrent les premiers à travers la forêt dense. Antoine et Thomas les suivaient à distance, surveillant leur communication radio. Tous portaient des gilets pare-balles fournis par Éric, qui avait insisté sur cette précaution malgré leurs protestations. « Ces hommes sont dangereux et armés », avait-il rappelé. « Ne prenons aucun risque inutile. » Au poste de commandement improvisé, Élodie observait l'écran du drone avec une concentration intense, guidant les équipes à travers les bois. À ses côtés, Gaspard gardait un œil sur les communications,
tandis que Marion surveillait les environs immédiats avec des jumelles à vision nocturne. « Équipe Alpha, 2 gardes en vue à votre 2 heures », murmura Élodie dans son micro. « Ils semblent faire une ronde autour du périmètre. »« Reçu », répondit la voix de Nicolas dans l'oreillette. « Nous les voyons, en position dans 3 minutes. » L'approche se déroulait comme prévu, lente et méthodique. Nicolas et Eric avaient répété leur plan. Plusieurs fois, neutraliser silencieusement les gardes sans les blesser gravement, puis sécuriser l'extérieur du chalet pendant qu'Antoine et Thomas s'occuperaient de l'intérieur. Équipe Bravo, le système de sécurité semble être contrôlé depuis une boîte électrique sur le côté est du bâtiment, informa Gaspard. Thomas devrait pouvoir le désactiver rapidement. Compris, répondit Antoine. Nous attendons le signal d'Alpha. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur exaspérante. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches semblait amplifié dans le silence de l'aube naissante. Enfin, la voix de Nicolas résonna dans leurs oreillettes. « Garde neutralisée. Ils sont inconscients et entravés. Le périmètre est sécurisé. Équipe Bravo, à vous de jouer. » Antoine et Thomas émergèrent de leur cachette et se dirigèrent rapidement vers le chalet. Thomas, ancien hacker reconverti en consultant en sécurité informatique, se mit immédiatement au travail sur le boîtier de contrôle. « Système classique », murmura-t-il. « Je peux le contourner en quelques minutes. » Pendant ce temps, Antoine scrutait les fenêtres du chalet, cherchant un signe de mouvement à l'intérieur. Selon les images du drone, Sophie, si c'était bien elle, devait se trouver dans une pièce du rez-de-chaussée, probablement à l'arrière du bâtiment. « Système désactivé », annonça Thomas. « Les alarmes des caméras sont hors service. » Ils se dirigèrent vers la porte arrière, que Nicolas avait déjà repérée comme étant le point d'entrée le plus sûr. Avec des gestes précis, Thomas força la serrure et ils pénétrèrent silencieusement dans ce qui semblait être une cuisine rustique. Le chalet était plongé dans la pénombre, illuminé seulement par quelques veilleuses. Antoine et Thomas avancèrent prudemment, armes à la main. Eric leur avait fourni des tasers, insistant sur le fait que cette opération devait rester non létale pour des raisons légales évidentes. Selon le plan, la pièce où elle est détenue devrait être au bout de ce couloir, chuchota Antoine. Ils progressèrent lentement, tous leurs sens en alerte. La porte au bout du couloir était fermée, mais une faible lumière filtrait par-dessous. Antoine fit signe à Thomas de se positionner de l'autre côté, puis il tourna doucement la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit sans bruit, révélant une scène qui confirma leur pire crainte. Une femme était assise sur une chaise au centre de la pièce, ses poignets attachés aux accoudoirs. Malgré son visage marqué par la fatigue et ses cheveux en désordre, Antoine n'eut aucun doute. C'était Sophie Mercier, la mère d'Élodie. Elle leva les yeux à leur entrée, surprise mais pas effrayée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. « Des amis » répondit Antoine en s'approchant rapidement pour défaire ses liens. « Élodie nous a envoyés. » À la mention de sa fille, le visage de Sophie s'illumina d'espoir. « Élodie, elle va bien? Elle est en sécurité ?»« Elle va parfaitement bien », assura Antoine tout en travaillant sur les cordes qui entravaient ses poignets. « Elle est incroyablement courageuse, votre fille. C'est elle qui nous a mis sur votre piste. » Des larmes de soulagement coulèrent sur les joues de Sophie. Je savais qu'elle y arriverait. Je lui avais laissé tous les indices nécessaires. Thomas surveillait la porte, tendue. Il faut faire vite. Les gardes pourraient reprendre conscience à tout moment. Une fois Sophie libérée, Antoine l'aida à se lever, mais elle chancela ses jambes engourdies après des heures d'immobilité forcée. « Ça va aller ?» s'inquiéta-t-il. Sophie hocha la tête avec détermination. « J'ai connu pire. Allons-y. » Dazat rebroussèrent chemin par le couloir, Sophie s'appuyant légèrement sur Antoine. Thomas les précédait, vigilant. « Équipe Bravo à base », murmura Antoine dans son micro. « Colis récupéré, en route vers le point d'extraction. »« Reçu », répondit la voix de Gaspard. « Équipe Alpha en position pour couvrir votre sortie. » Ils étaient presque arrivés à la porte de la cuisine quand un bruit les figea sur place. Le son distinct d'un véhicule approchant du chalet. « Base à toutes les équipes », la voix tendue d'Élodie résonna dans leurs oreillettes. « Un véhicule vient d'arriver. 2 hommes en descendent. L'un d'eux ressemble aux photos de Laurent Dumont. » Thomas jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Confirmé.
Dumont et un autre homme se dirigent vers l'entrée principale. « Sortez par l'arrière, vite !» ordonna la voix de Nicolas. « Nous vous couvrons. » Ils se précipitèrent vers la porte arrière, mais au moment où Thomas posait la main sur la poignée, un bruit de verre brisé retentit à l'avant du chalet, suivi d'exclamations furieuses. « Ils ont découvert les gardes. » comprit Antoine. « Ils savent que nous sommes là. »« Par ici, » décida Sophie, les entraînant vers une porte qu'ils n'avaient pas remarquée. « Il y a un passage qui mène à une cave extérieure. C'est comme ça qu'ils me faisaient sortir, quand ils ne voulaient pas que je sois vu. » Ils la suivirent dans un étroit escalier qui descendait vers les ténèbres. Thomas alluma sa lampe, frontale, révélant un tunnel rustique creusé dans la terre et renforcé par des poutres de bois. « Équipe Alpha », murmura Antoine dans son micro. « Changement de plan. Nous sortons par un tunnel souterrain. Possible sortie à l'arrière de la propriété. Tenez-vous prêts. »« Reçu », répondit Nicolas. « Nous nous repositionnons. » Le tunnel semblait interminable. L'air y était humide et lourd. Sophie avançait avec détermination, malgré son épuisement évident. Derrière eux, des bruits de pas précipités indiquaient que Dumont et son complice avaient probablement découvert leur voie d'évasion. « Ils nous suivent », souffla Thomas, jetant un regard anxieux par-dessus son épaule. « Continuez », les pressa Sophie, « la sortie n'est plus très loin. » Effectivement, quelques mètres plus loin, le tunnel s'achevait sur une trappe en bois dissimulée sous des branchages. Antoine l'ouvrit précautionneusement, révélant un coin de forêt isolé à environ 100 mètres derrière le chalet. « Nous sommes sortis », annonça-t-il dans son micro. « Position à environ 100 mètres au sud-est du chalet. »« En visuel », confirma la voix de Nicolas. « Je vous vois. Dépêchez-vous. Dumont a appelé des renforts. » Ils émergèrent du tunnel et se mirent à courir à travers la forêt, Sophie soutenue par Antoine et Thomas. Nicolas et Éric les rejoignirent rapidement, formant un périmètre de protection autour d'eux. « Les véhicules sont garés à 800 mètres d'ici », informa Éric. « Si nous maintenons cette allure, nous y serons en quelques minutes. Mais la forêt, alliée jusqu'alors dans leur opération de sauvetage, se transformait maintenant en obstacle, ralentissant leur progression. Derrière eux, les voix de leurs poursuivants se rapprochaient. « Ils gagnent du terrain », avertit Nicolas. « Éric et moi allons les ralentir, continuez sans nous. »« Non », protesta Sophie. « Pas de héros, nous restons ensemble. »« Elle a raison », approuva Antoine. « Nous avons parcouru la moitié du chemin. Si nous accélérons, nous pouvons tous nous en sortir. » Ils redoublèrent d'efforts, ignorant les branches qui leur fouettèrent le visage et les racines qui tentèrent de les faire trébucher. L'adrénaline décuplait leur force, particulièrement celle de Sophie qui, malgré sa captivité prolongée, puisait dans ses dernières ressources pour maintenir l'allure. « Je vois les voitures !» s'exclama Thomas, pointant entre les arbres. Effectivement, à travers la végétation, les contours de leurs véhicules étaient maintenant visibles. Gaspard, Marion et Élodie les attendaient, tendus et vigilants. « Maman !» Le cri d'Élodie résonna dans la forêt quand elle aperçut sa mère. Élodie, « Reste près de la voiture !» ordonna Gaspard, la retenant fermement malgré ses tentatives pour courir vers sa mère. Il n'était au plus qu'à quelques dizaines de mètres des véhicules quand un coup de feu retentit, le bruit amplifié par l'écho de la vallée. Personne ne fut touché, mais le message était clair. Leurs poursuivants étaient armés et déterminés. « À couvert !» cria Nicolas, poussant tout le monde vers les rochers qui bordèrent la clairière où étaient garées leurs voitures. Un second coup de feu puis un troisième. Des éclats de pierre volèrent près de leur tête. « Il nous faut une diversion », décida Antoine. « Je vais attirer leur attention pendant que vous rejoignez les véhicules. »« Hors de question », objecta Nicolas. « C'est mon travail, pas le tien. Et c'est ma responsabilité », insista Antoine. « Tout ceci est lié à mon entreprise, à mon associé. C'est à moi de réparer les choses. » Avant que quiconque puisse l'en empêcher, Antoine s'élança dans une direction perpendiculaire, s'exposant délibérément tout en criant pour attirer l'attention des poursuivants. Son plan fonctionna. Les coups de feu s'orientèrent dans sa direction, permettant aux autres de se précipiter vers les véhicules. Nicolas profita de la diversion pour neutraliser l'un des poursuivants avec une précision militaire, tandis qu'Éric s'occupait du second. Mais Laurent Dumont, plus expérimenté et plus prudent, restait insaisissable. Il avait repéré la manœuvre d'Antoine et se dirigeait maintenant vers lui, déterminé. « Antoine !»
cria Sophie en voyant le danger. « Derrière toi !» Antoine se retourna juste à temps pour voir Dumont émerger des arbres, arme pointée sur lui. Un tir retentit, mais ce n'était pas celui de Dumont. Nicolas, positionné stratégiquement, venait d'utiliser son taser, touchant l'ancien policier en pleine poitrine. Dumont s'écroula, son corps secoué de spasmes, avant de s'immobiliser. « Tout le monde dans les voitures, maintenant !» ordonna Gaspard. « D'autres pourraient arriver. » Ils ne se le firent pas dire deux fois. En quelques secondes, ils étaient tous à l'abri dans les deux véhicules, moteurs rugissants, alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse du chalet et de ses dangers. Dans la première voiture, conduite par Nicolas, Sophie serrait Élodie contre elle, incapable de contenir ses larmes de joie et de soulagement. La fillette pleurait également, son petit corps secoué de sanglots après des semaines d'angoisse et d'incertitude. « Tu as été si courageuse, ma chérie », murmurait Sophie, couvrant le visage de sa fille de baisers. « Si intelligente et si forte. Je savais que tu comprendrais mes indices. »« J'avais tellement peur pour toi, maman, » répondit Élodie entre deux sanglots. « Mais Antoine m'a aidé. Il m'a protégé et il a tout fait pour te retrouver. » Sophie tourna son regard vers Antoine, assis à l'avant à côté de Nicolas. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier, monsieur Valmont. » Antoine secoua la tête. « C'est moi qui devrais m'excuser. C'est mon associé qui est derrière tout ça. J'aurais dû voir ce qui se passait dans ma propre entreprise. » « Vous ne pouviez pas savoir, » le rassura Sophie. « Ces hommes sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation. Croyez-moi, j'ai passé des mois à enquêter sur eux. »« Qu'avez-vous découvert exactement ?» demanda Nicolas, les yeux fixés sur la route, sinueuse qui descendait du Vercors vers la vallée. Sophie prit une profonde inspiration. Un réseau de corruption qui s'étend bien au-delà de Lyon. Des politiciens, des banquiers, des entrepreneurs, tous liés par un système d'échange de faveurs et de pots de vin. Le projet Confluence n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des projets similaires dans toute la région, tous financés par la même banque, tous impliquant les mêmes personnes. « Et Victor Marceau ?» interrogea Antoine. « Quel est son rôle exact ?» « Il est l'un des principaux architectes du système, mais pas le cerveau. Celui que j'appelle l'architecte reste dans l'ombre, tirant les ficelles sans jamais apparaître directement. « Vous savez qui c'est ?» demanda Nicolas. Sophie hésita. « J'ai des soupçons, mais pas de preuves concrètes. Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un de très haut placé, avec des connexions politiques au niveau national. » « Et Philippe Beaumont ?» insista Antoine, avide de comprendre l'implication exacte de son associé. Beaumont est un maillon important. Valmont Industries, avec sa réputation d'innovation et d'intégrité, était la couverture parfaite pour blanchir certains aspects de leurs opérations. Mais je doute qu'il soit au sommet de la pyramide. Antoine digéra cette information en tsarmsitz silence. Son entreprise, sa création, avait été utilisée comme façade pour des activités illégales. Cette révélation était amère, mais elle renforçait sa détermination à rétablir la vérité et à réparer les dommages causés. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Maintenant, » répondit Sophie avec une détermination renouvelée. « Nous utilisons toutes les preuves que j'ai rassemblées, plus celles que vous avez trouvées dans mon coffre, pour exposer l'ensemble du réseau. Pas seulement Beaumont ou Marceau, mais tous ceux qui sont impliqués. Ça pourrait être dangereux, avertit Nicolas. Ces hommes ont beaucoup à perdre. C'est pourquoi nous devons agir vite et de manière décisive, intervint Gaspard par radio depuis la seconde voiture. J'ai déjà contacté mes collègues du Monde. Ils sont prêts à publier dès que nous leur fournirons le dossier complet. Et j'ai alerté mes supérieurs de confiance au sein de la police, ajouta Eric. Ils attendent mon signal pour lancer les perquisitions nécessaires. Antoine réfléchit un moment. Il nous faut un endroit sûr pour nous organiser. Un lieu où nous pourrons rassembler toutes les preuves et préparer notre action. « J'ai une idée, » dit Sophie. « Pendant ma captivité, j'ai entendu Dumont parler au téléphone. Il mentionnait une réunion importante ce week-end, dans un domaine viticole près de Beaune. Apparemment, tous les principaux acteurs du réseau doivent s'y retrouver, y compris l'architecte. Ce serait l'occasion parfaite, comprit immédiatement Gaspard, les prendre tous ensemble avec des preuves de leur association. « Exactement, » confirma Sophie. « Mais pour cela, nous devons d'abord nous mettre à l'abri et préparer notre stratégie. » Antoine prit une décision. « Nous retournons à ma maison dans les monts du Lyonnais. C'est isolé et sécurisé.
Nous y serons tranquilles le temps de tout organiser. Le reste du trajet se déroula dans un mélange de tension et de soulagement. Ils avaient réussi à sauver Sophie, mais leur combat était loin d'être terminé. Les hommes qu'ils affrontaient étaient puissants et dangereux, prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Pourtant, pour la première fois depuis le début de cette aventure, Antoine sentait qu'ils avaient une réelle chance de l'emporter. Avec Sophie et ses preuves, avec l'intelligence d'Élodie et le soutien de leurs nouveaux alliés, ils pouvaient espérer non seulement survivre à cette épreuve, mais aussi faire éclater la vérité au grand jour. Alors que la voiture serpentait sur les routes qui les ramenaient vers sa retraite campagnarde, Antoine jeta un regard dans le rétroviseur. Sophie et Élodie étaient blotties l'une contre l'autre, leurs visages reflétant un bonheur simple malgré les dangers qui les entouraient. Encore, cette image toucha profondément Antoine, lui rappelant ce pourquoi il se battait, non pas seulement pour démasquer des criminels, mais pour protéger ce qui était vraiment important. La famille, l'amour, la vérité. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Antoine Valmont se sentit véritablement à sa place, engagé dans quelque chose qui dépassait ses propres intérêts, quelque chose qui avait un sens profond et véritable. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, illuminant les collines verdoyantes qui défilaient autour d'eux. Un nouveau jour se levait, porteur d'espoir malgré les épreuves qui les attendaient encore. La maison d'Antoine s'était transformée en véritable quartier général d'opération. Dans le salon spacieux, des cartes, des documents et des ordinateurs portables occupaient chaque surface disponible. Après 2 jours d'intenses préparatifs, ils avaient élaboré un plan audacieux pour infiltrer la Réunion au domaine viticole et exposer enfin l'ensemble du réseau de corruption. Sophie, malgré sa récente libération, travaillait sans relâche, organisant méthodiquement les preuves qu'elle avait accumulées pendant des mois d'investigation. Gaspard et Marion l'assistaient, préparant un dossier journalistique explosif qui serait publié simultanément dans plusieurs médias nationaux. Thomas s'occupait de la sécurisation des données numériques, s'assurant qu'aucune information ne pourrait être piratée ou supprimée. Nicolas et Éric, quant à eux, planifiant l'aspect logistique et sécuritaire de leur intervention. Antoine, assis près de la cheminée, observait cette activité fébrile, avec un mélange d'admiration et d'appréhension. En quelques jours, sa vie avait basculé, le propulsant au cœur d'une lutte contre un système dont il avait involontairement fait partie. À ses côtés, Élodie dessinait tranquillement, semblant plus sereine depuis les retrouvailles avec sa mère. « À quoi penses-tu » demanda soudain Sophie en s'approchant d'Antoine, une tasse de café à la main. Antoine sourit faiblement. « À tout ce qui a changé, à l'entreprise que j'ai bâtie et qui a été détournée sous mes yeux, à la naïveté dont j'ai fait preuve. » Sophie s'assit face à lui, son visage reflétant une compréhension profonde. Malgré les cernes qui témoignaient de sa captivité, elle dégageait une force tranquille et une détermination inébranlable. « Vous n'êtes pas responsable des actions de Philippe Beaumont, dit-elle doucement. Il a trahi votre confiance. »« J'aurais dû voir les signes, insista Antoine. Les contrats trop facilement obtenus, les autorisations qui arrivaient comme par magie. J'ai choisi de ne pas poser de questions parce que ça arrangeait mes affaires. » Sophie le considéra un moment avant de répondre. C'est précisément ainsi que fonctionnent ces systèmes. Ils s'appuient sur le silence complaisant des gens honnêtes. Mais vous avez choisi d'agir quand la vérité est apparue. C'est ce qui compte maintenant. Antoine hocha la tête, reconnaissant sa perspicacité. Votre fille me l'a dit aussi à sa manière. Elle a une sagesse étonnante pour son âge. Elle a dû grandir trop vite, soupira Sophie, son regard s'attardant sur Élodie. Cette expérience l'a forcée à développer une force que je n'aurais jamais souhaitée pour elle, du moins pas si jeune. Elle est extraordinaire, affirma sincèrement Antoine. Sans elle, nous n'aurions jamais déchiffré vos indices, ni eu le courage d'aller jusqu'au bout. Un silence confortable s'installa entre eux, chacun perdu dans ses pensées. Ce moment fut interrompu par Nicolas qui s'approcha, une expression grave sur le visage. « J'ai des nouvelles », annonça-t-il à voix basse. « Mes contacts m'informent que Beaumont a lancé des recherches intensives pour nous retrouver. Il semble particulièrement furieux depuis l'évasion de Sophie. A-t-il une idée de nos plans ?» demanda Antoine, soudain inquiet. « Apparemment non, mais il a renforcé la sécurité autour du domaine pour la réunion de demain. Ça va compliquer notre tâche. » Gaspard les rejoignit
ayant entendu la conversation. Nous devons modifier notre stratégie. Une approche plus discrète s'impose. Pas nécessairement, intervint Sophie, une lueur déterminée dans les yeux. Au contraire, nous pourrions utiliser cette tension à notre avantage. Ils s'attendent à ce que nous nous cachions, que nous agissions dans l'ombre. Et si nous faisions exactement l'inverse? Que proposez-vous? Demanda Antoine intrigué. Une confrontation directe, mais pas comme il l'imagine. Antoine, vous êtes toujours officiellement le PDG de Valmont Industries, n'est-ce pas? Il acquiesça, comprenant soudain où elle voulait en venir. Vous suggérez que je me présente ouvertement à la réunion, comme si j'étais invité? Exactement. Personne n'oserait vous refuser l'entrée, surtout pas devant les autres participants. Votre présence créerait une confusion qui nous donnerait l'avantage dont nous avons besoin. Nicolas secoua la tête, inquiet. C'est risqué. Beaumont saura immédiatement que quelque chose ne va pas. C'est justement le but, affirma Sophie, le déstabiliser, le pousser à commettre une erreur. Pendant ce temps, le reste de l'équipe pourra s'infiltrer plus facilement et mettre en place notre dispositif. Un débat animé s'ensuivit, chacun pesant les risques et les avantages de ce nouveau plan. Finalement, ils s'accordèrent sur une approche hybride. Antoine se présenterait effectivement à la réunion comme le visage public de leur confrontation, tandis que le reste de l'équipe opérerait discrètement pour recueillir les preuves finales et préparer l'intervention des journalistes et de la police. Élodie, qui avait écouté attentivement sans intervenir, s'approcha finalement de sa mère. « Je veux venir aussi », déclara-t-elle avec une assurance tranquille qui ne laissait place à aucune objection. « Absolument pas », répondit immédiatement Sophie. « C'est beaucoup trop dangereux, ma chérie. »« Mais j'ai été au cœur de tout. »« Ça depuis le début, » protesta Élodie. « Et je peux aider. Personne ne se méfiera d'une petite fille. »« C'est précisément pour cela que c'est trop risqué, » intervint Antoine. « Ces hommes te connaissent maintenant. Ils savent que tu es la fille de Sophie. » Élodie les regarda tour à tour, puis capitula avec une maturité surprenante. « D'accord, mais promettez-moi que vous serez prudents. Tous. » Sophie serra sa fille. Contre elle, émue par sa bravoure et son intelligence. « Je te le promets, mon cœur, plus jamais je ne te laisserai. » Le reste de la journée fut consacré aux derniers préparatifs. Thomas créa de faux badges d'accès pour ceux qui s'infiltreraient discrètement. Éric coordonna avec ses collègues de confiance au sein de la police pour planifier l'intervention qui suivrait leur révélation. Gaspard et Marion finalisèrent leur dossier de presse, prêt à être publié au moment opportun. Antoine, quant à lui, passa plusieurs heures au téléphone avec Madeleine, sa fidèle secrétaire, qui lui fournissait des informations cruciales sur les participants attendus à la réunion. Selon l'agenda de Philippe, seront présents Victor Marceau de la Banque de Lyon, 3 conseillers municipaux, le directeur de l'urbanisme de la région, et, tenez-vous bien, Henri Dufresne. Antoine sentit un frisson le parcourir. Henri Dufresne était le préfet de région, l'un des hommes les plus puissants de la hiérarchie administrative locale. « Dufresne » répéta-t-il incrédule. « Vous en êtes certaine ?»« Absolument », confirma Madeleine. « Son nom est explicitement mentionné dans les notes de Philippe. Il est référencé comme, attendez, je cite exactement, notre architecte principal. » Antoine raccrocha, bouleversé par cette révélation. Il rejoignit immédiatement Sophie pour lui faire part de cette information cruciale. « L'architecte, » murmura-t-elle lorsqu'il lui annonça la nouvelle. « C'est lui. J'en avais le soupçon, mais jamais de preuve directe. Dufresne est au sommet de la pyramide, celui qui orchestrait tout depuis le début. » Cette découverte donnait une nouvelle dimension à leur mission. Ce n'était plus seulement une affaire de corruption d'entreprise, mais un scandale politique majeur qui remontait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir régional. La nuit qui précéda l'opération fut agitée pour tous. Chacun était conscient des enjeux et des risques. Si leur plan échouait, non seulement la vérité resterait enterrée, mais leur vie même pourrait être en danger. Antoine, incapable de trouver le sommeil, sortit sur la terrasse où il fut surpris de trouver Élodie, enveloppée dans une couverture contemplant les étoiles. « Tu devrais dormir » dit-il doucement en s'asseyant près d'elle. « Je n'y arrive pas » avoua-t-elle. « J'ai peur pour demain. »« Moi aussi, reconnut-il, voyant l'inutilité de mentir à cet enfant si perspicace. »« Mais vous irez quand même, affirma-t-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui,
parce que c'est ce qui est juste. Élodie hocha la tête, semblant accepter cette logique. Vous savez, avant tout ça, maman me disait toujours que la vérité finit toujours par éclater, que même quand tout semble perdu, il faut continuer à se battre pour ce qui est juste. Antoine sourit, touché par la profondeur de ses paroles. Ta mère est une femme remarquable, et elle a raison. Vous aussi, vous êtes remarquable, dit simplement Élodie. Vous auriez pu nous ignorer ce soir-là sous la pluie. Vous auriez pu choisir votre confort plutôt que de nous aider. Mais vous ne l'avez pas fait. Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchèrent Antoine plus qu'il ne l'aurait imaginé. Dans les yeux de cet enfant, il voyait non pas l'homme d'affaires détaché qu'il avait été, mais l'homme qu'il aspirait à devenir, quelqu'un de courageux, d'intègre, prêt à défendre ses convictions. « Merci, Élodie, murmura-t-il. Tu m'as rappelé ce qui est vraiment important dans la vie. » Ils restèrent ainsi un moment, contemplant en silence les étoiles au-dessus des collines paisibles, partageant une compréhension muette de l'importance du jour à venir. L'aube du jour décisif se leva, claire et lumineuse, contrastant avec la tension qui habitait le groupe, alors qu'ils se préparaient à partir. Le domaine viticole où se tenait la réunion était situé à environ 2 heures de route, dans les prestigieux vignobles de la côte de Beaune. C'était un lieu parfait pour une rencontre discrète, isolé, luxueux et hors des sentiers battus. Selon leurs informations, la réunion devait commencer à midi et se poursuivre par un déjeuner d'affaires. Antoine, vêtu d'un costume impeccable, prit le volant de sa propre voiture, une présence officielle qui concordait avec son approche directe. Sophie, quant à elle, partirait avec Gaspard et Marion dans un véhicule séparé, tandis que Nicolas, Éric et Thomas formeraient la 3e équipe, chargée de l'aspect technique et sécuritaire de l'opération. Élodie resterait sous la protection de la femme de Gaspard, une ancienne infirmière au caractère bien trempé qui avait promis de veiller sur elle comme sur sa propre fille. Les adieux furent brefs mais émouvants. Sophie serra longuement sa fille contre elle, lui murmurant des paroles de réconfort et des promesses de retour. « Sois sage, dit-elle finalement en embrassant son front. Nous reviendrons vite. »« Je sais, » répondit Élodie avec une confiance qui renforça leur détermination à tous. Antoine s'approcha à son tour, s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. « Merci pour tout, Élodie. C'est grâce à toi que nous en sommes là aujourd'hui. »« Faites attention à ma maman, » lui demanda-t-elle simplement. « Je te le promets. » répondit-il avec une sincérité absolue. Sur ces dernières paroles, ils partirent, leurs 3 véhicules prenant des routes différentes pour converger vers le même point. Antoine arriva le premier au domaine viticole, comme prévu. C'était une propriété magnifique, un château du XVIIIe siècle entouré de vignes à perte de vue, les raisins mûrissant doucement sous le soleil de septembre. Un personnel nombreux s'affairait déjà, préparant visiblement une réception importante. Il gara sa voiture devant l'entrée principale, remit ses clés au voiturier avec la nonchalance de celui qui est attendu et gravit les marches menant au hall d'entrée. Comme Sophie l'avait prédit, personne ne l'arrêta. Son allure et sa notoriété lui ouvraient naturellement les portes. Dans le grand salon où devait se tenir la réunion, plusieurs hommes étaient déjà présents, discutant, par petits groupes, verre de vin à la main malgré l'heure matinale. Antoine reconnut immédiatement Victor Marceau, qui s'interrompit en pleine phrase lorsqu'il l'aperçut. « Antoine ?» La voix de Philippe Beaumont résonna derrière lui. « Quelle surprise, je ne t'attendais pas. » Antoine se retourna lentement pour faire face à son associé. Philippe semblait tendu, son sourire habituel figé en une grimace incertaine. « J'ai pensé qu'il était temps que je m'implique davantage dans ces aspects de l'entreprise, » répondit calmement Antoine, savourant la confusion visible sur le visage de Philippe. « C'est inattendu, » balbutia ce dernier. « Tu aurais dû me prévenir. » « Comme tu m'as prévenu pour les arrangements spéciaux concernant le projet Confluence, » répliqua Antoine, son ton restant mesuré, malgré l'accusation implicite. Un silence embarrassé s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards étaient maintenant tournés vers eux, les conversations interrompues. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » tenta Philippe, mais le doute dans sa voix trahissait son malaise. « Je crois que si, » insista
Antoine. Tout comme M. Marceau, et probablement chaque personne dans cette pièce. Victor Marceau s'avança, tentant de désamorcer la situation. « Monsieur Valmont, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour me... » « Au contraire, » l'interrompit Antoine. « C'est exactement le lieu et le moment. Puisque vous êtes tous réunis pour discuter de vos arrangements, autant mettre les cartes sur table, n'est-ce pas ?» La tension était palpable. Quelques invités commençaient à s'agiter inconfortablement, incertains de la conduite à tenir. C'est à ce moment qu'un homme d'une 60aine d'années, au port, altier et à l'expression sévère, fit son entrée. Henri Dufresne, le préfet de région, l'architecte en personne. Son regard balaya la scène avant de se fixer sur Antoine. « Monsieur Valmont, dit-il d'une voix posée qui contrastait avec l'attention ambiante. « Je ne crois pas vous avoir vu sur la liste des invités. Une regrettable omission, répondit Antoine sans se démonter. Après tout, c'est mon entreprise qui est au cœur de vos projets, n'est-ce pas ?» Dufresne le considéra un instant puis se tourna vers les autres invités. « Messieurs, je vous propose de commencer notre réunion. Monsieur Valmont se joindra à nous puisqu'il est là. » Cette acceptation apparente surprit Philippe, qui tenta de protester. « Henri, je ne pense pas que ce soit... » « Ça suffit, Philippe. » Le coupa sèchement Dufresne. « Monsieur Valmont a visiblement des choses à nous dire. Autant les entendre. » Ils prirent tous place autour de la grande table en chêne qui dominait le salon. Antoine nota mentalement la disposition des lieux, repérant les caméras de sécurité discrètement installées dans les angles, caméras que Thomas et Nicolas devraient désactiver selon leur plan. La réunion commença par une présentation de Victor Marceau sur les aspects financiers du projet Confluence et d'autres développements régionaux. Le langage était délibérément vague, évitant toute mention explicite de paiements illégaux ou d'arrangements douteux, mais les implications étaient claires pour quiconque savait lire entre les lignes. Antoine laissa la présentation se dérouler, intervenant occasionnellement pour poser des questions innocentes en apparence, mais qui forcèrent les participants à être plus spécifiques dans leurs réponses. Chaque précision arrachée était une preuve supplémentaire pour les enregistrements que Nicolas et Thomas avaient discrètement mis en place. Pendant ce temps, Sophie, Gaspard et Marion s'étaient infiltrés par l'entrée de service, se faisant passer pour des journalistes, venus couvrir une dégustation de vin dans une autre partie du domaine. Leur véritable objectif était d'accéder au bureau privé où, selon leurs informations, étaient à conserver certains documents compromettants. À l'extérieur, Éric coordonnait avec ses collègues policiers, positionnés à distance stratégique, prêts à intervenir au signal convenu. La tension montait progressivement dans la salle de réunion. Philippe, de plus en plus nerveux, échangeait des regards inquiets avec Dufresne, qui conservait une façade imperturbable. Antoine, fidèle à son rôle, continuait de jouer l'associé curieux, mais pas encore ouvertement accusateur. Ce fut finalement Dufresne lui-même qui fit basculer la situation. « Monsieur Valmont, dit-il soudain, interrompant une explication technique de l'un des conseillers municipaux, cessons cette mascarade, voulez-vous? Vous n'êtes pas venu ici par curiosité soudaine pour nos opérations. » Antoine soutint son regard sans ciller. « Vous avez raison, monsieur le préfet. Je suis venu parce que j'ai découvert comment mon entreprise était utilisée dans un système de corruption que vous orchestrez depuis des années. » Des murmures choqués parcoururent en l'assemblée. Philippe pâlit visiblement. « C'est une accusation grave, » répondit calmement Dufresne, sans paraître particulièrement troublé. « Avez-vous des preuves ?»« Plus que vous ne l'imaginez, » affirma Antoine. « Des documents, des enregistrements, des témoignages, assez pour faire tomber chaque personne autour de cette table. » Dufresne eut un sourire condescendant. « Et pourtant, vous êtes venu seul, sans police, sans journaliste. Pourquoi donc, si vos preuves sont si accablantes, qui vous dit que je suis venu seul ?» Cette simple question sembla enfin ébranler la confiance de Dufresne. Il jeta un regard circulaire, comme s'il s'attendait soudain à voir surgir des policiers de chaque recoin. « C'est ridicule, » intervint Philippe, retrouvant un semblant d'assurance. « Tu bluffes, Antoine, tu n'as rien du tout. »« J'ai Sophie Mercier, » répliqua simplement Antoine. Le nom agit comme une détonation dans la pièce. Philippe se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Impossible, elle est libre, » le coupa Antoine.
et elle a récupéré toutes les preuves qu'elle avait rassemblées avant que vos hommes ne l'enlèvent. » Dufresne, comprenant soudain la gravité de la situation, fit un signe discret à l'un des serveurs postés près de la porte, probablement un garde de sécurité déguisé. Celui-ci sortit immédiatement. « Si ce que vous dites est vrai, » dit Dufresne d'une voix dangereusement calme, « vous comprendrez que nous ne pouvons pas vous laisser quitter cette pièce, monsieur Valmont. Ce serait ajouter la séquestration à la liste déjà longue de vos crimes, » répondit Antoine sans se départir de son sang-froid. « Une liste qui comprend déjà la corruption, l'abus de pouvoir, l'intimidation et l'enlèvement d'une journaliste. » Des bruits de lutte se firent, entendre dans le couloir, suivi du son caractéristique de flash d'appareils photo. Les visages autour de la table se décomposèrent. « Qu'est-ce que commença Philippe, mais il fut interrompu par l'irruption fracassante de Sophie Mercier dans la salle, accompagnée de Gaspard et Marion, tous trois brandissant des appareils, photos et des caméras. « Messieurs, » annonça Sophie d'une voix claire et forte, « vous êtes en direct sur les réseaux sociaux de 3 grands journaux nationaux. Vos visages et cette réunion sont désormais de notoriété publique. » Le chaos s'empara de la salle. Certains participants tentèrent de fuir, d'autres de cacher leur visage. Philippe resta figé, comme paralysé par le choc. Dufresne, lui, conserva un calme glaçant. Il se leva lentement, dominant l'assemblée de sa haute stature. « Vous pensez avoir gagné ?» dit-il en fixant tour à tour Antoine et Sophie. « Mais vous n'avez aucune idée de l'étendue de mon influence. Demain, vos preuves auront disparu. Vos témoignages seront discrédités et vous vous retrouverez face à des accusations bien plus graves que celles que vous portez aujourd'hui. » Sophie s'avança, imperturbable. « Votre temps est révolu, monsieur Dufresne. Nous n'avons pas seulement des photos et des enregistrements de cette réunion. Nous avons récupéré vos archives personnelles, celles que vous conserviez si précieusement dans votre bureau ici, les originaux de tous. Vos arrangements, soigneusement consignés par année et par projet. Votre méticulosité sera votre perte. » Pour la première fois, Dufresne parut véritablement déstabilisé. « C'est impossible. Ces documents sont dans un coffre sécurisé. Un coffre dont la combinaison était la date de naissance de votre petit-fils, » précisa Sophie avec un sourire froid. Un détail que j'avais découvert pendant mon enquête. À cet instant, des sirènes de police retentirent au dehors, se rapprochant rapidement. « C'est terminé, » déclara Antoine en se levant à son tour. « Pour vous tous. » Philippe, semblant enfin réaliser pleinement la situation, s'approcha d'Antoine, le visage défait. « Antoine, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai été forcé de participer. Dufresne m'a menacé. Il a dit qu'il bloquerait tous nos projets si je ne coopérais pas. »« Épargne-nous tes mensonges, Philippe, » répondit Antoine avec dégoût. « Tu as choisi ton camp il y a longtemps. Tu as trahi ma confiance. Tu as corrompu notre entreprise et tu as mis en danger la vie d'une femme et de sa fille. » Les policiers firent irruption dans la salle, menés par Éric, qui coordonna rapidement l'arrestation des participants. Dufresne fut le premier menotté, son visage autrefois impérieux maintenant figé dans une expression d'incrédulité. Alors que les policiers les escortaient vers la sortie, Victor Marceau se tourna une dernière fois vers Antoine. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire, Valmont. Ce réseau était bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Des gens très puissants vont tomber à cause de vous. C'est précisément ce que j'espère, » répondit simplement Antoine. À l'extérieur, les médias s'étaient déjà rassemblés, alertés par les diffusions en direct orchestrées par Marion et Gaspard. Flash et caméra capturaient les images des arrestations, des images qui feraient la une de tous les journaux le lendemain. Sophie rejoignit Antoine, qui observait la scène avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Nous avons réussi, » dit-elle doucement. « Grâce à vous, » répondit-il. « Votre courage et votre détermination ont permis tout cela. »« Grâce à nous tous, » corrigea-t-elle. « Et maintenant, si vous le permettez, j'aimerais retrouver ma fille. » Antoine acquiesça, comprenant parfaitement ce besoin. Ensemble, ils quittèrent le domaine viticole, laissant derrière eux le chaos médiatique et judiciaire qu'ils avaient déclenché. Un chaos nécessaire pour que la vérité éclate enfin au grand jour. Quelques heures plus tard, ils étaient tous réunis dans la maison d'Antoine, célébrant leur victoire avec une simplicité qui contrastait avec l'ampleur de ce qu'ils venaient d'accomplir. Élodie, blottie contre sa mère, ne cessait de sourire.
comme si un poids immense avait été retiré de ses jeunes épaules. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Gaspard à Antoine, alors qu'ils partageaient un verre sur la terrasse, contemplant le soleil couchant qui dorait les collines environnantes. Antoine réfléchit un moment avant de répondre. « Reconstruire, nettoyer mon entreprise de toute trace de corruption, utiliser Valmont Industries pour des projets véritablement bénéfiques à la société. Un beau programme, commenta Sophie qui venait de les rejoindre, et ambitieux. J'aurais besoin d'aide, admit Antoine, de personnes intègres et courageuses. Sophie sourit, comprenant l'invitation implicite. Je pourrais être intéressé, après tout, un bon journaliste. D'investigation pourrait être utile pour maintenir